Bienvenue à tous pour cette table ronde qui est intitulée « Habiter à l'heure du ZAN », alors qui a été organisée par le Conseil régional de l'Ordre des architectes et en partenariat pour la première fois dans ces tables rondes avec le département de la Loire-Atlantique. Cette soirée est la première d'un nouveau cycle de conférences qui a déjà débuté il y a presque 2 ans et qui avait pour titre générique « Habiter pour exister, l'architecte, un citoyen engagé ». Alors, avant même de laisser la parole aux intervenants, je tenais tout d'abord à remercier Thierry Despraux, qui est directeur du conseil de développement du département de la Loire-Atlantique, c'est bien ça. Madame Karine Pavisa, alors, qui est donc maire de Généton, conseillère départementale du département de la Loire-Atlantique et présidente du CAUE 44. Voilà. Monsieur Sylvain Grisot, qui est urbaniste, c'est plus court, voilà. Et notre confrère Luc Davy, qui est architecte. Je vous laisse la parole, monsieur Despraux, peut-être sur le sujet, et puis après je laisserai Pascal Fourier organiser la soirée. Merci Président, nous sommes très heureux, bonsoir à toutes et à tous, de pouvoir co-organiser effectivement avec le Conseil de l'Ordre des architectes cette conférence. Imaginez-la, c'est le nom qu'on donne au Conseil de développement de la Loire-Atlantique. Nous sommes une instance citoyenne, un lieu d'expression d'intelligence collective. Et par nos travaux, les travaux des citoyens, on éclaire, on donne des recommandations, des avis pour éclairer l'action des élus du conseil départemental. Et cette année, justement, Michel Ménard, le président du département, nous a saisi de la question du logement pour toutes et pour tous. Et depuis 7-8 mois, un groupe d'une trentaine de citoyens, certains sont là également dans la salle, réfléchissent, travaillent sur cette question, formulent des avis, des propositions, des recommandations. Et cette conférence est la dernière de notre cycle sur le logement. Pas pour vous, mais pour nous, c'est la dernière conférence de notre cycle sur le logement. Et bientôt, c'est l'heure du bilan de ce cycle sur le logement, de cette saisine. Et en avant-première, en primeur, je vous informe que ce sera lieu le 13 juin, vers 18h, dans un musée tout beau, tout neuf, tout prochainement inauguré au musée d'Aubray, à l'auditorium du musée d'Aubray. Bien sûr, vous y découvrirez les propositions des citoyens sur le logement. Et puis nous accueillerons, Président, une de vos consoeurs, Sophie Delay, que je crois on ne présente plus, qui est architecte, une des spécialistes en France sur le logement. Elle a eu, je crois d'ailleurs, l'équerre d'argent en 2019 dans la catégorie Habitat et plus récemment le prix Schelling pour les travaux de son agence. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui ne recevaient pas les invitations et les newsletters d'Imaginez-la, je vous invite à l'issue de nous laisser votre carte de visite, vos coordonnées. On sera un plaisir de vous inviter le 13 juin au musée d'Aubray pour assister à cette restitution. Merci. Merci. Donc maintenant, Pascal, je vais te présenter puis te remercier pour avoir organisé et pour animer cette table ronde. Donc Pascal Fourier, tu es donc vice-président depuis maintenant 6 ans, à peu près. 4 ans, pardon, tu vois, pas 4 ans, mais c'est pas que le temps paraît long. Et ton nouveau mandat, tu l'as intitulé sous le thème de la transition, enfin des transitions plus exactement, et c'est pour ça que tu as choisi d'animer cette table ronde. Et ben, je te laisse organiser toute la soirée et toutes les questions, bien évidemment, qui vont venir de la salle. Merci Pascal. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Chaque année, la France perd 20 000 à 30 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers, sous la pression des activités humaines, soit l'équivalent de 35 000 terrains de foot par an en France. Plus que les chiffres astronomiques, je vous incite à mesurer l'ampleur du phénomène sur le site gouvernemental qui s'appelle « Portail de l'artificialisation des sols ». Alors, cette consommation des sols est marquée par l'étalement des villes et par le développement des infrastructures. Elle est synonyme de perte de biodiversité, de réchauffement climatique, d'inondation et possiblement à court terme peut-être, de restriction de nos ressources alimentaires. Alors rassurez-vous, il existe désormais, depuis peu, un cadre législatif à cette expansion qui semblait jusque-là illimitée. Dans un premier temps, à la suite de la Convention citoyenne pour le climat, la loi Climat et Résilience du 24 août 2021 est venue poser un cadre, à savoir la division par 2 du rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030, avec un zéro artificialisation nette en 2050. 2050, c'est
C'est les objectifs communs pour tout en ce moment. Cette loi s'applique à l'ensemble des collectivités territoriales, n'en déplaise bien sûr au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai plus son nom. Pour mémoire, l'artificialisation nette est définie par le Code de l'urbanisme. Elle est le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatés sur un périmètre et sur une période donnée. Donc, le ZAN équivaut à un match nul entre perte et profit. Elle autorise pour construire la logique de compensation. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Pour reprendre les termes de Philippe Biwix, je le cite, « On détruit encore ici et maintenant en promettant de restaurer ailleurs et un peu plus tard. » Politiquement, dans un deuxième temps, face aux difficultés de son application dans les territoires, la loi ZAN du 21 juillet 2023 est revenue préciser les modalités d'atteinte de l'objectif ZAN. Elle est censée renforcer l'accompagnement des élus locaux, mais aussi préciser sa mise en œuvre à travers des délais supplémentaires pour la modification des documents d'urbanisme, un forfait national de 12 500 hectares non comptabilisés pour les projets d'envergure nationale ou européenne, de type méga ou gigafactory, sur la période décennale 2021-2030. Mais aussi une garantie rurale d'1 hectare au profit de toutes les communes sur la même période. Karine, peut-être que vous aurez des choses à dire là-dessus. Ces mesures sont des mesures d'adaptation et de nuances dans la mise en œuvre de la loi, s'accompagnent aussi de la création d'une nouvelle instance régionale de gouvernance appelée Conférence ZAN, dont la mission est d'assister l'exécutif régional sur la mise en place des objectifs. Bon, j'en ai fini pour la loi, pour les textes. Alors, bien sûr, au-delà des textes, nous chercherons ce soir, à travers notre table ronde intitulée « Habiter à l'heure du ZAN », à caractériser la problématique de l'étalement urbain dans un premier temps, puis à décrire ensuite quelques-uns des leviers possibles vers la sobriété foncière. Pour faire débat, nous sommes très heureux d'accueillir 3 personnalités que je vais présenter succinctement et auxquelles je demanderai, bien sûr, de compléter mes propos si besoin. Karine, alors, Philippe vous a présenté brièvement tout à l'heure. Depuis 2014, Karine Pavisa, vous êtes la maire de Généton, une commune rurale de 3700 habitants située au sud du département, pratiquement limitrophe à la Vendée. Alors, je vais redire vos titres. Vous êtes conseillère départementale et présidente du CUE 44. Récemment, vous avez modifié votre plan local d'urbanisme. Et cette modification ouvre du droit à construire et répond à des objectifs que vous aurez l'heure de nous décrire tout à l'heure. Luc Davy, je te tutoie, tu es architecte. Tu es architecte et urbaniste, associé fondateur de l'agence Paume basée à Nantes. Par définition, tu es praticien de terrain, confronté à l'aménagement du territoire. Je cite à titre d'exemple l'opération de renouvellement urbain du boulevard Charles-Gautier à Saint-Herbin, mais aussi le quartier périurbain de la Fleurier à Carquefou comme alternative au lotissement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Non, mais j'en profite effectivement pour dire que l'agence existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Et en 2020, parce que ça va tout à fait avec nos propos de ce soir, en fait, en 2020, on a décidé au sein de l'agence d'intégrer en fait une nouvelle compétence qui est la compétence paysage, parce qu'on a vu que les enjeux sur les territoires étaient en train d'évoluer et qu'on avait besoin de croiser très en amont et en interne en fait tous les regards, toutes les approches pour aller vers en fait un sens commun dans la démarche, et qui est de travailler sur ce cadre de vie et sur la qualité du cadre de vie. Voilà. Enfin, Sylvain Grisot, tu es urbaniste et fondateur de Dixit.net en 2015. Je te décrirais comme un urbaniste défricheur, à la fois diffuseur des actions en cours
et penseur de l'adaptation des territoires face à la crise écologique. Tu es aussi un auteur prolifique et Redirection urbaine, que j'ai amené avec moi, ici, sorti en janvier 2024, constitue ton 3e ouvrage. C'est un livre qui fait du bien, je l'ai lu la semaine dernière, par son partage d'expériences menées sur différents territoires et à différentes échelles. Il y a des solutions à ce qui pourrait sembler aujourd'hui une impasse infinie. Voilà. Alors on va embrayer directement sur la première partie de la table ronde, à savoir la problématique de l'étalement urbain. De 1840 à aujourd'hui, en quasi 2 siècles, la population française est passée de 34 à 67 millions d'habitants, soit un facteur 2. Mais l'espace utilisé par notre activité humaine a, lui, été multiplié par 9. Pour exprimer cet étalement urbain, on parle couramment d'habitats clairsemés, de périurbanisation, de villes diffuses ou encore de mitage. Sylvain, je me tourne vers toi pour commencer, pour embrayer la table ronde. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, caractériser ce phénomène d'étalement urbain ? Pour reprendre pour prolonger un peu ce que tu écris, la voiture est-elle le moteur à explosion de la ville? Et bien sûr, quels sont les effets délétères de l'étalement urbain, notamment à travers la voiture? Je propose de faire une petite exégèse de la loi ZAN en 2 parties, 2 sous-parties, puisque tu as déjà abordé la question de l'artificialisation des sols, la question de l'étalement urbain, qui sont des choses complètement différentes, puisque le juriste arrive, donc les choses deviennent compliquées. Non, on va essayer de reprendre les choses. Moi, j'ai fait un bouquin globalement contre l'étalement urbain, c'est mon premier bouquin, et dans la conclusion, je dis très sincèrement que je me suis planté, en fait. Je me suis trompé de sujet. Le problème n'est pas l'étalement urbain. Et je pense qu'il faut vraiment être très clair là-dessus. Il n'y a pas de problème d'étalement urbain, parce que c'est un symptôme. Ce n'est pas la maladie. Et c'est un des grands défauts finalement du zéro artificialisation nette. On veut lutter contre le symptôme. Guérir la grippe, ce n'est pas lutter contre la fièvre. C'est le virus qu'on doit attaquer. Et en fait, le problème est beaucoup plus important que ça. Et donc si on revient un petit peu en arrière, en effet, la question de l'intrication des outils de mobilité avec l'urbanisme est une évidence. On ne pense pas à l'urbanisme sans penser les questions de mobilité. Alors en fait, si, de fait, on arrive à penser l'urbanisme sans penser les questions de mobilité, parce qu'il y a la bagnole partout, parce qu'il y a des routes partout et que tout le monde a une bagnole. Et donc finalement, la question de la localisation des fonctions n'est plus une question. Et on peut s'en détacher parce qu'il y aura toujours un moyen d'aller à un point A à un point B. Et ça, ce n'est pas un fait avéré et constant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 1908, on a la première Ford T qui sort des usines de Détroit. Et en fait, Henry Ford change 2 fois la ville. D'abord en démocratisant la voiture, vous connaissez l'histoire, on industrialise la production, ça permet de massifier, de baisser les prix, on démocratise la bagnole. Alors, puis peut-être, petite incise, l'ambition d'Henry Ford, c'est d'équiper tous les ménages américains d'un véhicule réparable et durable. L'obsolescence programmée, c'est après. Mais dans le mode de production, il y a un truc qu'on oublie à chaque fois, c'est que tout repose sur la capacité à standardiser l'outil. C'est-à-dire, c'est parce qu'on produit toujours la même bagnole qu'on arrive à massifier la production, qu'on arrive à avoir des chaînes de production. Et en fait, ça, c'est le deuxième changement. Donc, on a d'abord une révolution dans les rues américaines, parce qu'on a une massification de la présence de la voiture dans les rues, à tel point qu'on a 14 000 morts dans les rues américaines en 1920. C'est l'hécatombe. À tel point qu'il y a des débats dans les rues américaines sur l'opportunité d'interdire la voiture en ville. 1920 aux États-Unis, pas 2020, Conseil municipal de Paris. Voilà. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'on décide de commencer à adapter la ville à la voiture en 1925 à Los Angeles. Donc ça fait moins d'un siècle, ça fait un siècle en fait, qu'on a commencé à adapter la ville à la voiture, c'est-à-dire à hiérarchiser l'espace public, à demander aux piétons de rester sur le trottoir. C'est le moment où on a la première réglementation qui vient demander aux piétons de faire de la place à la bagnole. On commence à concevoir nos rues comme des routes. Première transformation. On change finalement le fonctionnement de nos rues. Mais il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour qu'il y ait la deuxième transformation. C'est pour qu'on adapte les préceptes d'Henry Ford, non pas au fonctionnement de nos rues, mais à la fabrique de la ville.
Et c'est l'invention du suburb. Et là, toute la recette est là. Une société privée, les Wheaton Sons, qui décide de rendre la maison abordable, de faire une maison accessible et d'offrir une maison à chacun en calquant finalement les préceptes de l'industrie automobile sur la production de logements. De façon explicite. Alors, ce n'est pas la version Ford, c'est plutôt la version General Motors, c'est-à-dire les palettes de couleurs qui changent et puis les modèles qui changent de façon subtile tous les ans, qui fait que votre voisin a toujours une bagnole plus récente que la vôtre. Maison sur catalogue, construction hors site, et oui, c'est pas en France, c'est pas aujourd'hui, on en parlait déjà, on construit à l'usine, on vient spécialiser les postes de travail, on vient massifier la production, baisser les prix, sauf qu'on a besoin de foncier standard pour faire des maisons standards, et c'est là où on invente le suburb, c'est-à-dire qu'on va chercher du foncier agricole déjà, dans la périphérie de New York, parce que c'est accessible à ce moment-là, parce qu'il y a l'ancêtre de l'autoroute sur Long Island qui est déjà présent. Et donc là, on invente un mode de production où tout est là, y compris le mode de financement, c'est-à-dire que les Wheaton Sons s'appuient sur l'endettement des ménages pour l'acquisition des résidences principales. Et ils inventent une économie scalable. Et il faut 20 ans aux États-Unis pour que ça se déploie, parce qu'il n'y a pas le système routier. Donc c'est très long. Et il faut attendre les années 60 pour que ce système-là commence à se déployer. Il faut arriver dans les années 70 pour que l'État décide d'interdire des formes urbaines. C'est les circulaires ni tour ni barre. L'État tourne le dos aux politiques de la reconstruction. Politique de la reconstruction, c'est les grands ensembles, c'est les bailleurs sociaux et c'est le modèle locatif. 2 circulaires, l'État interdit des formes urbaines d'abord dans les villes moyennes et ensuite partout en France. Le début des années 70, c'est aussi la naissance de la chalandonnette, du nom de Albin Chalandon. C'est-à-dire c'est une politique de l'État qui fait l'éloge du pavillonnaire. Ce n'est pas dans le gène du français, la maison individuelle. Ça a été inculqué. C'est pas l'inné ou l'acquis, non, c'est un acquis en fait. Dans les années 70, la chalandonnette, c'est le symbole. Maison individuelle, on change de forme urbaine. On s'appuie sur des opérateurs privés, dont certains ont fait fortune, dont une des majors, dont le nom commence par B, mais je ne citerai personne. Et puis un modèle de propriété. Une France de propriétaires. Ce n'est pas Sarkozy. C'est Albin Chalandon en 1971, 70, 71. Donc on a un nouveau modèle qui attend en fait les lois de décentralisation pour se déployer. Et en fait, ça décolle réellement à partir du milieu des années 80, le moment où les élus locaux à la fois font le job assigné par l'État, c'est-à-dire de créer le foncier, et ils inventent un contre-modèle à l'exode rural qui a saigné nombre de communes après-guerre, et ils viennent accueillir des gens qui travaillent dans la grande ville à côté, et ça permet de maintenir des écoles ouvertes, de maintenir les services publics, et finalement de redresser la barre démographique de tous ces territoires-là. C'est extrêmement récent comme phénomène, extrêmement récent. Dépendance automobile qui induit l'étalement urbain, qui induit donc des modes de production standardisés, qu'on va retrouver y compris dans les grandes ZAC, y compris dans l'immeuble défiscalisé de centre-ville ou dans l'immeuble de bureau de la zone tertiaire, etc., etc. On a des modes de production industrialisés et on se concentre depuis une cinquantaine d'années sur la production neuve. Ce qui nous met dans une troisième impasse, qui est l'impasse sur les matériaux. Matériaux, déchets, consommation de ressources, etc. Dans la crise des ressources, nous, faiseurs de ville, on est en première ligne des responsabilités. Et évidemment, ça nous plante sur la question climatique, parce que tout ça nécessite des bagnoles pour circuler, de la place, et donc des émissions carbone qui sont extrêmement présentes. Donc aujourd'hui, on est coincé avec un modèle de production, la dépendance au neuf, les grandes opérations, et essentiellement de l'étalement urbain. Donc la question, c'est pas comment on arrête l'étalement urbain, c'est comment on change le modèle qui génère l'étalement urbain. Et ce qu'introduit le ZAN, c'est finalement une grande controverse. Parce qu'on a ce débat, y compris ce fameux président de région, dont le nom commence par W, et qui, en énonçant un nombre d'absurdités absolument phénoménales, dicté par les nouveaux penseurs de l'urbanisme en France, qui est l'Association des maires ruraux de France, vient populariser le ZAN. Voilà. Et on a un grand débat en France, c'est est-ce qu'il faut dire le ZAN ou la ZAN. Voilà. Et on n'y arrive pas, en fait. C'est un garçon ou c'est une fille? On ne sait pas. Voilà. Et il va falloir qu'on résolve ce truc-là.
Parce que pour tout le reste, la question des définitions, la question des modes de calcul, la question des décrets, la question de... Tout ça, il nous faudra 10 ans de débat, en fait. Parce qu'aujourd'hui, sur cette question-là, on est en train, par un accident législatif, c'est la volonté de personne d'avoir un texte aussi précis dans Climat Résilience. De personne, c'est un accident législatif. Ce n'est pas la volonté du gouvernement, ce n'était pas la volonté du ministère, c'était pas non plus la... Voilà. Tout à coup, il y a une commission mixte paritaire qui aboutit sur un truc qui sort de nulle part et ça tombe dans les territoires. On a une politique du chiffre qui est conne comme toute politique du chiffre et qui impose finalement d'avoir ce débat sur comment on fait la ville. Un débat national, mais aussi des débats locaux, vous allez certainement nous en parler. Et tout à coup, on est confronté à ça. C'est-à-dire, pour répondre à la politique du chiffre, il faut qu'on fasse la ville autrement. Et on parle de sobriété foncière, on avance, etc. etc. Et je fais court pour dire que c'est un grand cadeau, en fait. Parce que ce qui est aujourd'hui mis en débat dans les territoires, partout, ce qui est mis en débat même par Wauquiez, merde, j'ai dit son nom, c'est finalement la question qui est posée en décembre 2000 dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. C'est-à-dire qu'on est juste en train de faire ce qu'on a dit qu'il fallait faire il y a 20 ans. La ville sur la ville, économiser les sols, respecter les sols agricoles, limiter la dépendance automobile, etc. etc., etc. Voilà. Donc, voilà, l'étalement urbain n'est pas le problème, c'est beaucoup plus grave que ça. Il y a distorsion entre l'objectif recherché, ZAN, et le modèle de consommation. L'un et l'autre se rencontrent. Il semblerait qu'on ait fabriqué une loi sans en avoir réellement les moyens ou les ambitions. Je reviens sur tes propos en termes de consommation ou de changement de modèle. L'un et l'autre n'arrivent pas à se rencontrer. C'est plus que ça, en fait. C'est ça une controverse. C'est-à-dire, c'est pas le moment où on n'est pas d'accord sur la réponse, c'est le moment où on n'est pas d'accord sur la question. Et en fait, aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur la question. C'est-à-dire, quand on parle d'étalement urbain, on vient parler de la ville qui grandit. Les 20 000 hectares par an, c'est le périmètre de la ville qui s'étale. Quand on parle d'artificialisation des sols au sens de la loi, c'est plutôt proche, alors c'est compliqué parce que entre le gazon, le machin, mais globalement, ça ressemble plutôt à l'imperméabilisation des sols. C'est deux questions différentes, mais qui sont aujourd'hui liées dans un même débat. Donc on essaie de trouver une seule solution à deux problèmes différents, ce qui est absolument contradictoire. Il y a le où on fait la ville. Et là, ça touche la planification urbaine, les PLU, les SCOT, etc., etc. Et c'est bien la question de à quel moment on va créer une nouvelle zone aménagée, un nouveau lotissement, une nouvelle ZAC, etc., etc. Et là, on voit bien que l'enjeu, c'est de limiter le plus possible, en venant chercher dans le périmètre de la ville déjà là des solutions de densification, de recyclage urbain, etc., ce que j'appelle l'urbanisme circulaire. Et il y a l'autre question, c'est ensuite comment on fait la ville. C'est-à-dire une fois qu'on a décidé de faire un bout de lotissement, comment est-ce qu'on vient limiter l'artificialisation des sols, c'est-à-dire globalement l'imperméabilisation, comment on vient préserver la pleine terre sur l'opération. Et là, c'est le permis de construire, c'est le permis d'aménager, c'est un autre moment de la construction de la ville. C'est deux questions qui sont liées, mais qui sont des questions différentes. Et aujourd'hui, dans la loi, c'est confondu. Ce qui a permis de faire aborder cette question des fonctions écosystémiques des sols, du sol vu en 3D, etc. Il y a des éléments de culture qui sont en train d'irriguer, y compris la profession, au travers de ça. Et c'est vraiment important, mais on n'est pas encore au clair là-dessus. Après, il y a la question, c'est comment est-ce qu'on invente l'autre système. Alors, voilà, moi, la conclusion du bouquin, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de l'inventer, il existe déjà, en fait. Il y a plein de gens qui le font déjà, ce que j'appelle l'urbanisme circulaire. Il y a des gens qui font d'ores et déjà ça. Mais c'est plus compliqué, c'est plus coûteux. C'est non standardisable. C'est de l'artisanat qu'il va falloir répéter partout, etc. Ça prend du temps, ça prend du financement, etc., etc. Mais on a d'ores et déjà les solutions. La question, c'est quand est-ce qu'on se bouge pour passer à l'échelle, parce qu'il y a toujours, voilà, quand on dit qu'il faut travailler l'existant, avant de démolir, est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter, est-ce qu'on ne peut pas recycler une friche avant d'aller consommer un champ, etc., etc. Tout le monde est d'accord. Mais bon, on avait une zone à 1 AU qui était prévue au PLU, donc... allez, monsieur le préfet, un dernier pour la route. Et on relance. Et c'est jamais fini. Voilà. Karine, Genneton est situé à 20 km de la métropole nantaise, à une portée de voiture, toujours pour revenir à la voiture, ce qui la rend favorable à l'autosolisme. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, et on commence à l'entendre un peu partout. C'est la pratique solitaire de la voiture, et largement répandue d'ailleurs.
Sur votre commune, le nombre de ses habitants a quasi doublé en 30 ans. Alors, pas tout à fait, en fait. Hein. C'est ce que j'ai compris en échangeant avec vous. Ça a doublé sur 20 ans et ça n'a pas bougé sur 10 ans. Voilà. Alors, ouais, ce qui est une nuance très importante, en fait. Hein. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, les questions, c'est qui sont les habitants de votre commune ? Comment se traduit à l'intérieur de votre commune cette pression démographique ? Je pense qu'elle existe, et vous en parlerez. Alors, comment y répondez-vous sur le plan de l'habitat et de la gestion foncière ? J'ai beaucoup de questions, en fait. La modification du PLU était-elle indispensable ? Sûrement. Et question subsidiaire, travaillez-vous en intercommunalité avec les communes avoisinantes que sont Le Bignon et Montbert? Merci beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde voit où se trouve Généton. Généton, c'est une commune qui est sur la grande route départementale Nantes-La Roche-sur-Yon. Donc, avant qu'il y ait l'autoroute, tout le monde passait par Généton. Exactement. C'est pour ça que nous sommes une petite commune de 3700 habitants. Petite commune, puisqu'on fait 804 hectares. Donc, on est une des plus petites communes de Loire-Atlantique. Mais par contre, on a 15 000 véhicules jour qui passent. Et vous avez raison, hein, il y a énormément de véhicules qui passent avec une seule et unique personne à l'intérieur de cette voiture. Pourtant, Généton avait anticipé, il y a une vingtaine d'années, on était dans les tout premiers à faire les parkings de covoiturage. C'était une idée. Alors moi, je suis élue depuis 2008. Hein, avant d'être maire, j'ai été adjointe. C'était fait avant moi. Donc, ce n'était pas une idée du moment où j'étais présent. Mais déjà, il y avait cette idée d'essayer de rassembler les gens, puisque, bien évidemment, j'ai une grande partie de ma population qui travaille sur la métropole ou Nantes. Même si, depuis quelques années, Grandlieu Communauté, la communauté de communes dont je fais partie, a énormément ouvert à l'économie. Et donc, on a de plus en plus de personnes qui peuvent rester travailler dans notre secteur. Mais ça n'empêche qu'ils prennent la voiture. Alors, il y a plusieurs problèmes à ça. La première problématique, c'est qu'on n'a pas du tout travaillé sur les déplacements autres. Tout ce qui est cyclable, on s'y met juste. On est comme toutes les autres communes. Hein. Je ne suis pas différente des autres. On s'y met juste. Je présente mon schéma de mobilité la semaine prochaine à ma population. Vous voyez, donc ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. On n'a pas pu travailler avec le transport en commun. On a du transport en commun, mais qui est peau de chagrin. Et j'ai fait partie des personnes, vous avez dû le voir dans les journaux, qui étaient contre l'arrivée d'un lycée à Saint-Philbert de Grandlieu. Tout le monde me disait « Mais pourquoi tu es contre un lycée? C'est super. Nos jeunes n'auront plus 45 minutes ou 1 heure de route à aller sur Nantes. Ils auront un lycée à 10 minutes de Généton. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sauf qu'il faut savoir que pour les transports en commun, quand vous montez dans le bus, on vous compte. Et à la fin de l'année, on voit le nombre de personnes qui est monté à telle heure. Et là, on se dit, bah voilà, il y a 30 personnes à cette heure-là, 2 personnes à cette heure-là, donc on va mettre du transport en commun à cette heure-là, mais celui-là, on n'en mettra plus. Et bien évidemment, vu que j'ai tous mes lycéens qui vont sur Nantes, et que je suis une commune relativement jeune, 36 ans en moyenne d'âge, j'ai cette année 87 jeunes de 18 ans. Donc pour une commune de 3700 habitants, c'est plutôt intéressant. Eh bien, tous ces jeunes, je vais les perdre. C'est-à-dire qu'on ne me les comptera plus dans ceux qui vont monter dans le transport en commun. Donc le transport en commun, c'est pas moi qui le gère, c'est pas la commune qui le gère. Quand c'était le département, c'était exactement comme c'est avec la région actuellement, le même calcul. Donc on ne peut pas travailler sur le transport en commun. Donc oui, on a 2 solutions. C'est soit on crée de l'économie pour tout le monde, mais chacun est libre d'aller travailler où il veut. Ou alors on essaye de travailler sur des déplacements pour essayer de rejoindre un transport en commun très rapidement. Et là, Généton a de la chance d'être à côté de ce qu'on appelle Viey. Viey qui est sur Pont-Saint-Martin, qui est un échangeur qui a été créé, où il va y avoir un pôle modal qui va être créé par le département avec une voie bus réservée. Et c'est ce qui va peut-être nous permettre de ne plus être dans l'autosolisme, comme vous dites, ou encore un petit peu moins. Vous voyez, moi je suis venue toute seule de Généton, je suis toute seule dans ma voiture. Mais bon. Le nombre d'habitants, comme vous dites, a doublé.
en l'espace d'une vingtaine d'années. Oui, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté tout simplement par une entreprise qui est arrivée sur ma commune, entreprise alimentaire, 20 salariés, 2 ans après, 200. Et ils étaient branchés sur ma station d'épuration. La station s'est fait mettre en saturation. On a pris la décision plutôt que de faire fermer l'entreprise, c'était une solution de lui dire débrouillez-vous, vous ne serez plus branchés sur ma station d'épuration. On a pris la décision de laisser à l'entreprise le temps de faire ce qu'il faut pour qu'elle puisse faire une prestation. Ça nous a permis, nous, de travailler bien évidemment pour agrandir notre station, mais surtout pour travailler sur un projet d'aménagement foncier. Et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de notre commune, on a énormément, comme vous le dites, de terrains, de très grands terrains, puisque le pavillonnaire était sur Généton, avec des très très grands terrains, de très grands espaces qui pouvaient être travaillés à l'intérieur de notre commune. Ça nous a vraiment imposé à le faire, à aller voir les propriétaires, à leur proposer, pourquoi pas, de diviser leurs parcelles et de pouvoir continuer à avoir une densification qui n'a pas doublé, mais progressive, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, ça a mis un autre problème, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des personnes privées qui vendent leur terrain. Il n'y en a pas, Généton est pas loin de Nantes, on est sollicité, évidemment l'offre et la demande, les terrains sont devenus très très chers et on se retrouve avec des classes qui ferment puisque nos jeunes ou les personnes qui ont des bas revenus ne peuvent plus se loger ni en location ni à l'achat sur Généton. Donc l'ouverture à l'urbanisation de 2 nouvelles zones, alors il y en a 2 qui sont ouvertes, je pense qu'il n'y en a qu'une qui se fera, c'est véritablement créer une ouverture avec une orientation d'aménagement, avec un pourcentage de logements sociaux important, avec une obligation que j'impose à l'aménageur de faire 10% de logements, ce qu'on peut appeler les logements abordables et adaptables, avec juste à côté un nombre de logements en PSLA en plus, de manière à ce qu'on puisse vraiment donner accès à cette population jeune pour pouvoir redynamiser nos écoles, nos associations, notre complexe sportif. Et donc, voilà, c'est un choix, est-ce que c'est un projet d'avenir qui va fonctionner? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est un choix qu'on assume vraiment, en tout cas en tant que commune de Généton. Alors nous, le ZAN, on en parlera tout à l'heure, mais on a beaucoup moins de difficultés que beaucoup. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question autre? Est-ce qu'on travaille en intercommunalité avec les autres communes? Oui. Oui, bien évidemment. Généton était un village de Montbert. Généton se trouve à côté de Montbert et le Bignon. Généton était un village de Montbert. En 1955, Généton a pris son indépendance. Les élus de l'époque ont fait ça d'une dureté, d'une méchanceté énorme contre la commune de Montbert. Ça n'empêche qu'ils ont eu leur indépendance. Donc pendant très longtemps, on n'a pas travaillé avec Montbert. Depuis que moi je suis élue, nouveau maire aussi à Montbert, on a fait beaucoup de choses en commun. On a des associations communes, on travaille sur nos déplacements doux en commun, on fait des marchés à bon de commande ensemble, nos agents travaillent en commun, voilà. On essaye d'être intelligents. On le fait aussi avec le Bignon, plus sur les associations que sur nos échanges, puisqu'on est un tout petit peu plus loin. On n'a jamais voulu faire une commune nouvelle, comme j'ai pu le dire. On est des communes, le Bignon 4000 habitants, moi presque 3008 et Montbert un tout petit peu en dessous 3005. On est des communes importantes. Une nouvelle commune, ça enlève aussi un service à la population et ça impose des déplacements supplémentaires. On a préféré gérer nos déplacements et on verra après ce qu'on fera, mais on travaille beaucoup avec ces 3 communes. En termes de territoire, oui, effectivement, Montbert jouxte pratiquement. Vous n'avez jamais imaginé que Montbert et Généton soient reliés dans un continuum urbain? Alors, si, on l'a imaginé. Alors, tout à l'heure, je parlais de la nouvelle commune. Et on l'a aussi arrêté parce qu'il y a encore des personnes des 2 communes existantes qui étaient là en 1955 et qui ne sont pas d'accord. Donc, on n'a pas travaillé là-dessus, mais on l'a imaginé quand nous, on a refait le PLU en 2013. Et c'est l'État
qui nous a imposé une coupure d'urbanisation qui se trouve sur la plus petite commune, sur la mienne. Puisque la commune de Montbert, jusqu'à sa pancarte, a de l'urbanisation. Et moi, si vous venez un jour, je vous accueille avec plaisir. Eh bien, voilà, j'ai, je ne sais pas, sur 400 mètres de long, j'ai tous mes terrains qui ne seront jamais constructibles, qu'on a mis d'ailleurs en zone naturelle. Ça permet de préserver la géographie des territoires aussi et l'identité de chacune des communes qui ont une histoire très proche, hein, si j'ai bien compris, hein, mais distincte. Merci Karine. Luc, en tant que maître d'œuvre urbain, quel mot mets-tu sur cette dilution urbaine ? Trop dense, saturée et congestionnée, pas assez verte et trop chère, la ville ne serait plus attractive pour le commun des mortels, pour ses habitants. Peut-être qu'il faut aussi, mais toi tu vas nous le dire, peut-être qu'il faut nuancer la question de l'étalement, cette désaffection notamment au regard des programmes Petites Villes de demain. Ville moyenne et métropole urbaine, c'est pas tout à fait, et petite commune, c'est pas tout à fait la même histoire. Le rapport à l'habité n'est pas le même, le rapport à la densité n'est pas le même. C'est une question compliquée, je ne suis pas théoricien, mais je vais y répondre d'après je dirais mes perceptions et mon vécu, mon expérience, parce que là, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je ne serai pas affirmatif. Mais c'est vrai que les propos que tu viens de tenir sur la ville trop congestionnée, trop chère, pas assez verte, etc., c'est des propos qu'on entend. Alors je découvre un instant, je vais me plancher sur la question qu'évoquait tout à l'heure Sylvain, c'est-à-dire que j'ignorais la loi Chalandon dont tu parlais, et donc on assiste quand même, et la France a toujours été quand même, je dirais depuis très tôt, en fait, on voulait avoir son chez-soi, en fait, sa propriété, sa maison, son chez-soi, ça reste quand même, au-delà du fait qu'il y ait une politique qui a été lancée là-dessus, ça reste quand même quelque chose, un attendu. Hein, d'être chez moi, d'avoir mon jardin, d'avoir ma maison, de pouvoir en faire ce que j'en ai envie à l'intérieur. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que certes, il y a tous ces comment dire, cette terminologie là cette ville qui est décriée, hein, les grandes villes qui sont décriées. Mais en même temps, en fait, on voit que les gens ont des aspirations pour lesquelles ils ne trouvent pas visiblement en ville, en fait, leur satisfaction. En même temps, si on réfléchit, le parcours de chacun, qu'on ait 25 ans, qu'on ait 40 ans, qu'on ait 55, je prends à peu près des âges clés, 75 ans, on parle de parcours résidentiel, je pense qu'il y a aussi une question autour de ça. Et quand j'ai 25 ans, je n'ai pas envie d'aller à la campagne. Si je cherche un boulot, je vais aller dans les grandes villes, puisque j'aurai plus d'offres. Donc, je dirais, les attentes et les envies de chacun sont aussi fonction du moment de la vie. Et c'est pour moi aussi un élément de réponse, peut-être pour plus tard. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas. Je réponds pas à la question est-ce que la ville est toujours attractive, si ce n'est qu'on a différentes perceptions ou différentes attentes de chacun et chacune en fonction de son moment de vie. Donc après, où va-t-on ? Que recherche-t-on ? Et est-ce qu'on va chercher une ville au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, et quelle taille de ville ? Ce dont on se rend compte quand même, c'est que c'est vrai que les grandes métropoles, on a tendance à fuir les grandes métropoles et les grandes villes, et qu'il y a une recherche d'aller plutôt vers les villes moyennes et les centres-bourgs. Et c'est là où, parallèlement, en fait, tu as évoqué cela, a été lancé en 2015 un programme, un fonds pour la revitalisation des centres-villes, des villes moyennes et des centres-bourgs. Hein. Donc, en fait, c'est des centres-villes parce que, en fait, ils ont été touchés par il y a eu des phénomènes de fragilisation, en fait, de ces villes moyennes. Donc, des villes ou des centres-bourgs vers lesquels les gens aujourd'hui cherchent à aller,
Mais certains d'entre eux, c'est pour ça la question du « où » aussi. C'est quelle ville et où, en fait, où pour moi, la réponse, en fait, il n'y a pas de réponse faite sur la question de l'attractivité. Quelqu'un préférera aller à Bayonne, qui est une ville moyenne, plutôt qu'à Châteauroux. Hein ? Il y en a une qui a vécu la désindustrialisation, que l'autre n'a pas vécu. Donc, et pourtant, ce sont deux villes moyennes, hein, mais qui n'attirent pas les gens de la même manière. Donc, il y a vraiment un mix de plein de choses. Donc, je n'aurai pas de réponse très directe, sauf à dire que, au travers quand même de ce programme qui a été lancé par l'État de revitalisation et qui s'est traduit par le plan Action Cœur de Ville qui a été lancé là en 2018 et qui va se terminer en 2026 avec un mandat, et puis le programme Petite Ville de demain, les deux sont orientés sur une chose qui pour moi fait sens, avec un enjeu principal qui porte sur le patrimoine. Et sur ce qui fait l'identité, ce qui fait le charme d'un centre-bourg, sur ce qui va bâtir l'identité d'eux, et qui est en fait ce à quoi on s'attache, ce à quoi en fait les gens quand il y a un lieu et si on souhaite qu'ils vivent et qu'ils restent dans un lieu, c'est qu'ils vont trouver des valeurs, enfin des valeurs ou une identité, des attachements avec le lieu, parce qu'il y a le patrimoine, parce qu'il y a l'environnement. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très complexes, mais en tout cas cette question de l'identité et du rayonnement qui est attendu au travers de ces éléments de ces deux programmes pour redynamiser les centres-bourgs et les villes moyennes sont des éléments importants. Mais est-ce que les gens ont envie d'aller vers des villes qui ont aujourd'hui en fait ces problématiques, en fait, qui ont subi ces phénomènes, alors que ce sont des villes moyennes. Et puis là-dessus est arrivé le confinement. Et donc, comment le confinement a fait que chacun ou chacune d'entre nous a vécu cela ? Donc, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait se dire, oui, j'irais plutôt vers une ville moyenne, c'est plus sympathique. En fait, ça a changé plein de choses. Ça a changé son mode de vie au sein de son foyer, dans son appartement, dans sa maison. Alors, pour ceux qui avaient la maison, ils avaient la chance, ils avaient un jardin. Donc, c'est le rapport à l'extérieur, le rapport à mon voisin et le rapport au travail. Et donc, j'ai essayé de trouver, là, pour nourrir un peu le débat, trouver des données sur les effets migratoires qu'a eu le Covid. Et en fait, aujourd'hui, l'INSEE n'a pas suffisamment de retours. En tout cas, dans moi, ce que j'ai lu, il y a des retours. Mais il y a eu des études très, très poussées, Canty et Cali, qui montrent que le fameux exode urbain dont on a beaucoup parlé dans la presse hebdomadaire, Vous voulez passer le micro ? n'a pas eu lieu. Oui. Oui, non, simplement que on a des retours. Il y a eu des travaux assez poussés qui ont été faits Canty et Cali. L'exode urbain dont on a beaucoup parlé, qui a fait toute la presse, la fameuse revanche des sous-préfectures, etc., n'a pas eu lieu. Voilà. Par contre, ce qu'on a vu, c'est une accélération de la périurbanisation. Donc c'est plutôt l'exode vers le lotissement qui a eu lieu. Et puis c'est le déplacement des retraités qui globalement sont mis à occuper à l'année leur résidence secondaire. Il n'empêche qu'un mouvement qui est assez négligeable, assez léger d'un point de vue métropolitain, c'est-à-dire il y a peu de gens qui partent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne, mais ce n'est pas du tout un exode, ça peut se transformer avec 12 ménages qui arrivent dans un village de 450 personnes, et c'est une vraie révolution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension et qu'il ne s'est rien passé. Mais ce n'est pas un exode massif et c'est absolument pas, en tout cas, ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire l'image d'Épinal du couple de cadres parisiens qui est parti vivre dans la Drôme. Il y en a qui sont partis, mais ce n'est pas du tout un phénomène massif. On quitte Paris, et ce qui est d'ailleurs un réflexe assez sain, depuis longtemps en fait. Et donc, pour terminer mon propos, je te remercie pour cette précision. C'est qu'en fait, moi, ce qui me semble important, et c'est pour ça que je disais dans quelle ville, est-ce que c'est à l'Est, est-ce que c'est à Bayonne, est-ce que c'est à Châteauroux, est-ce que c'est à Généton, est-ce que c'est à Machecou, ou à la limite, peu importe, en fait, chacun a des envies. Il y en a, moi j'ai des amis qui sont partis à la campagne et qui attendaient finalement plus que ça, et un élément déclencheur. Donc en fait, chacun a ses envies de vivre soit à la campagne, en ville, etc. Mais en tout cas, il y a une chose pour moi qui est centrale, et ce sur quoi en fait j'axe en tout cas mon travail d'urbaniste, c'est que le souhait de chacun, c'est d'avoir une qualité de cadre de vie.
Et cette qualité de cadre de vie, pour moi, c'est l'élément charnière, qu'on soit en ville moyenne, qu'on soit en métropole, qu'on soit dans des centres-bourgs. Et c'est comment on offre cette qualité de cadre de vie, quelle que soit l'échelle, quelle que soit la forme urbaine, qui est nécessaire parce que la population augmente, parce que la population vieillit. Et donc, il y a tout un travail à faire sur cette forme urbaine, sur son insertion, sur le renouvellement urbain. Je suis totalement d'accord. Le département s'occupe de tout ce qui est cœur de bourg, cœur de ville, petite ville de demain. C'est aussi via le département que passent toutes les aides. Et donc, on demande aux collectivités de faire des plans guides opérationnels. Et ces plans guides, ils sont indispensables, justement, parce que moi, je me considère vraiment comme une élue standard. Je ne suis pas architecte. Moi, je suis œnologue de métier. Autant vous dire que ça n'a rien à voir. Mais c'est pas. Mais voilà, on peut s'entendre quand même. Mais je trouve que depuis qu'on a mis ces plans guides, on nous fait découvrir nos communes. On nous fait découvrir aussi le paysage, l'intégration paysagère, l'intégration patrimoniale. On a l'impression qu'un patrimoine, c'est qu'une église. Je parle pour ma commune. Mais non. Voilà. Et c'est vraiment indispensable. Je pense que vous avez vraiment raison. Il faut qu'on aille même plus loin. Je retiens, pour schématiser complètement vos propos, qu'on est quand même condamné à une répartition de l'habitat, une répartition à l'échelle de tous les territoires, un peu tous azimuts, et en fonction des envies de chacun. Parce que Karine, quand même, choisir d'aller habiter dans votre commune, qui est très belle, pour un couple qui travaille encore à Nantes, et s'endetter en achetant un pavillon avec une visibilité sur l'utilisation de la mobilité voiture à moyen terme qui n'est pas évidente, faut quand même être vachement courageux quand même. Oui, en effet, vous avez raison. Mais il y a aussi les personnes qui ont, comme vous dites, envie peut-être de sortir un petit peu de la ville. Même si je suis une commune particulière, je suis une toute petite commune, on est très dense. Dans notre modification, on monte. On fait partie des communes qui ont décidé de monter. On n'a pas peur d'avoir des petits immeubles dans notre commune à partir du moment où, justement, ils sont bien intégrés dans le paysage. On arrive aussi à donner des espaces aux personnes. Mais moi, si nous, on est parti dans ce sens-là, c'est qu'on est nombreux dans mon équipe d'élus à avoir des enfants et qui ne sont pas restés parce qu'ils n'avaient pas les possibilités d'acheter ou de se loger en location sur notre territoire. Mon fils, vous vous rendez compte, mon fils n'a pas pu ni louer ni acheter sur ma commune. Il est à Saint-Sébastien. Alors, il est super bien, il n'y a pas de sujet. Il travaille à Montaigu. Il s'est éloigné. Pour lui, il ne voulait pas aller à Montaigu vivre parce qu'il est de Généton, parce qu'il a fait toute sa scolarité à Nantes et que les copains sont à Nantes et que sa vie est à Nantes. Mais il serait resté vivre à Généton. Voilà. C'est plus dans ce sens-là. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Pascal. On est condamné, en fait... C'est une bonne condamnation. On est condamné, en fait, à avoir une répartition de la population. Mais pourquoi pas? Puisque, en fait, quand on regarde aujourd'hui, finalement, comment vit une métropole, ou comment un habitant vit dans la métropole, il ne vit pas sur la globalité du territoire de la métropole. Il vit dans un quartier. Et en fait, nos métropoles, ou même notre métropole nantaise, qui est une association d'une commune principale de la ville de Nantes et de d'autres communes, tu évoquais en fait l'intercommunalité. Et est-ce qu'il n'y avait pas eu à un moment donné en fait une volonté de rapprochement, en fait, mais un rapprochement urbain en fait dans l'urbanisation? En fait, il y a des territoires, on a des enveloppes de territoires aujourd'hui, des aires urbaines, sur lesquelles je pense en fait il faut qu'on continue à travailler. Et donc, moi je dirais que si chacun y trouve son compte, en fait, c'est pas une condamnation. En fait, on est sur les villes moyennes. En fait, elles constellent la France globalement. Si on faisait une trame et si on mettait toutes les villes moyennes, on aurait des points espacés régulièrement. Donc, on a de quoi loger tout le monde. En fait, je dirais, on a les territoires pour loger tout le monde. Hein ?
Alors moi, je veux bien qu'on habite où on a envie, etc. Mais ouais, même votre fils, il peut pas. Enfin, la vie réelle, c'est pas. Oui, mais le financier, ça joue un peu dans la vie. Enfin, il y a des moments où c'est voilà, le rapport à l'emploi, le rapport à l'université, le fait de trouver une école, etc., etc. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, on a un bon tiers du territoire français qui vit une décroissance importante. On a une décroissance démographique en France. Alors moi, je veux bien que tous les maires aient envie de conserver toutes les écoles ouvertes, mais il va bien falloir faire un tri. On a 35 000 communes en France, il y en a 15 000 qui perdent de façon durable des habitants. Aujourd'hui, on a des dynamiques qui sont complètement différentes. La ville moyenne n'existe pas. C'est-à-dire, parler de ville moyenne, il n'y a pas de réalité géographique, il n'y a pas de réalité sociale, il y a une réalité administrative. Il y a un bureau à l'ANCT qui dit ville moyenne. Voilà. Et donc, on a déterminé une taille de ville, mais il n'y a aucune vie commune, aucune destinée commune. J'ai travaillé dans le cadre d'Action Cœur de Ville sur des expérimentations, 7 villes moyennes, mais je peux vous dire qu'à Maubeuge, il ne se passe pas tout à fait la même chose qu'à Poitiers ou à Sète. Hein, et que moi, je veux bien que tout le monde ait sa chance, etc., etc., mais à Maubeuge, ils ne cherchent pas le foncier. Hein. Quand on leur dit il faut recenser les friches quand même, ouais, mais enfin, il y en a tellement, ça ne sert à rien, quoi. Il y en a partout. On va faire quoi Voilà, donc attention, aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui dans les dynamiques démographiques et territoriales, qui sont évidemment liées notamment à l'emploi et au fait qu'on a une concentration de l'emploi, y compris de l'emploi productif, non plus dans les villes moyennes, mais dans les métropoles. Hein, on a une hyper-concentration. Je vous rappelle que les emplois du numérique, c'est 15 communes en France. Ce n'est pas 15 métropoles en France. C'est 15 communes en France. Hein, il y en a 5 qui sont en Île-de-France. On en a 2 dans la métropole nantaise, Nantes et Saint-Nazaire. Pardon, Saint-Herblain. On a une hyper-concentration de ces fameux métiers qui peuvent habiter n'importe où, etc., sauf qu'ils ne sont pas à Biarritz. Hein. C'est quelques points. Et aujourd'hui, la réindustrialisation se fait dans les métropoles, ce qui est un vrai problème, puisqu'on a un effondrement de l'activité industrielle, l'activité secondaire, qui était dans les villes moyennes. Donc aujourd'hui, on a une hyper-concentration de l'emploi. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, mais ce que je suis en train de dire, c'est que quelles que soient les tendances qu'on prend d'un point de vue démographique, on a un bon tiers de la France qui doit gérer de façon durable une décroissance heureuse. Est-ce qu'on peut avoir un futur heureux, collectif, commun, sans accueillir des cadres parisiens ? Ouais, peut-être qu'il faudra arrêter de singer les solutions métropolitaines et se trouver des vrais futurs. Et on a aussi des métropoles, une partie des métropoles, pas les métropoles administratives, hein, pareil, 22 métropoles en France, il y en a 8 qui connaissent une dynamique métropolitaine. C'est-à-dire que plus de la moitié des métropoles administratives en France ne connaissent absolument pas une dynamique métropolitaine. Au contraire, on a des chutes. Hein. C'est le cas de Toulon, c'est le cas de Grenoble, hein. C'est le cas de Saint-Étienne, etc., etc. Et ça s'accélère dans certains territoires. Il n'y a pas d'homogénéité géographique. Confondons pas les catégories administratives et les dynamiques. Et ça veut dire que même si on a un ralentissement démographique, même si on arrête de concentrer l'emploi, on a de toute manière à gérer dans les métropoles attractives le fait d'avoir une longue traîne d'attractivité, le fait que tous les gens qu'on a accueillis, par exemple dans la métropole nantaise, on ne va pas leur dire d'arrêter de faire des gamins, hein, et il va bien falloir les loger. Hein, et on a déjà 38 000 demandes de logements sociaux dans la métropole nantaise, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les sondages, notamment des lotisseurs, hein, qui nous disent oui, les Français rêvent de la maison individuelle. On a fait un sondage, regardez, tous les ans, les Français plébiscitent la maison individuelle. Dans le sondage, on dit « Préférez-vous habiter une cage à lapins ou la petite maison dans la prairie ?» Mais proposez-leur un château. Voilà, donnez-leur le choix. Et ils vont dire, et on va dire, les Français plébiscitent le château. Hein, voilà, il y a une question d'envie, il y a une question de réalité. On n'habite pas où on veut, en fait. Hein. Enfin, rares sont ceux qui habitent où ils veulent. On habite où on veut pour peu qu'il y ait de l'emploi à proximité, un bassin d'emploi à proximité. Ça, c'est une évidence. C'est sûr, hein, voilà. Il suffit d'avoir traversé la Creuse pour s'apercevoir que, entre autres, hein, que c'est impossible d'y habiter. Et pourtant, le potentiel est là. Hein. Les villages existent toujours, les structures urbaines existent et on pourrait les habiter demain, bien sûr. On va changer de sujet. Après l'état des lieux, on va essayer d'aborder maintenant les leviers
les leviers vers une plus grande sobriété foncière. En intro, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, l'Ordre des architectes, face à l'urgence environnementale, a rédigé un plaidoyer qui s'appelle « Habitat, ville et territoire, l'architecture comme solution ». Dans ce plaidoyer, la mise en œuvre du ZAN constitue une priorité qui s'appuie sur la réparation et l'optimisation de la ville, à savoir sa réhabilitation, sa densification, mais aussi sa renaturation. Je ne sais pas trop comment on fait d'ailleurs pour densifier et renaturer en même temps, mais peut-être que vous me l'expliquerez. Voilà. Alors, au-delà du beau slogan de la construction de la ville sur la ville, j'aimerais vous entendre sur les leviers vers cette nouvelle sobriété foncière. Alors, Karine, dans un premier temps, en responsabilité d'application de la loi ZAN, hein, c'est le rôle qui vous est donné, hein. Comment préparez-vous vos administrés à ce changement de modèle de consommation du sol c'est déjà là. Hein. Peut-être est-il déjà amorcé par la densification douce de la division parcellaire, mais j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il était déjà amorcé, de fait, parce qu'il avait, pendant les 10 ans de PLU bloqué, les choses se sont faites naturellement, on va dire. Un débat amont et de concertation est-il engagé avant la mise en place des outils plus techniques? Les outils plus techniques, ce sont les outils réglementaires. Bénéficiez-vous d'un accompagnement en ingénierie territoriale, ce qui pourrait être légitime d'ailleurs parce que le sujet est quand même bigrement complexe et je ne pense pas que vous ayez de services techniques spécialisés à votre échelle. Vous l'avez peut-être à l'échelle de l'intercommunalité et sûrement bien sûr à l'échelle du département. Hein. Et peut-être dernière question, comme on parle de sobriété foncière et de croissance en fait des communes, parce que là aussi elle semble un peu infinie cette croissance. Je ne sais pas ce qui va conditionner ce qui va la conditionner ou la contraindre. Envisagez-vous un seuil démographique soutenable à Généton pour préserver son identité, son équilibre local, mais aussi tous ces rapports socio-économiques qui existent, dont par exemple les équipements, les écoles, etc. C'est beaucoup de questions. Ça va ? Oui, ça va aller, il n'y a pas de souci. Le ZAN à Généton est un petit peu différent d'ailleurs. Alors, on dit le ZAN, hein, voilà, chacun son ZAN. Je vous disais, il n'y a pas tellement longtemps, en effet, il y a une problématique et on va mettre je ne sais combien de temps à vraiment réussir à le faire, le ou la ZAN, comme vous l'appeliez. Pour la simple et unique raison, c'est que quand vous regardez les textes réglementaires, ce qu'on a fait entre 2011 et 2021, eh bien, on va pouvoir en faire 50% jusqu'en 2031 et pour arriver à 0 en 2050. Sauf que vous avez beaucoup de communes qui ont dépassé ce qu'ils avaient pu faire, c'est-à-dire que maintenant on est en train de dire on passe de 2021 à 2023 d'ailleurs pour les calculs, hein, et puis on cherche, comme vous disiez tout à l'heure, on cherche que ce qui est vraiment urbanisé ou on enlève le petit bout de jardin, on enlève le petit espace vert pour essayer de gagner un maximum de pouvoir urbaniser un peu plus. Il y a des communes qui ont dépassé complètement leur cap, c'est-à-dire qu'elles ont rouvert des zones. Elles ont refait des révisions très rapidement pour ouvrir, et si elles se sont retrouvées à ouvrir énormément, et dans le fait, on va prendre en compte ce qu'elles ont ouvert en plus pour avoir les 50%. Ce qui n'est pas du tout normal, c'est que les services de l'État ont laissé faire, alors que c'est eux qui sont en train de nous dire qu'il ne faut pas le faire entre 2011 et 2021. Moi, à Généton, j'ai ouvert. En effet, vous l'avez vu, j'ai ouvert mes 2 zones. Mais une fois que j'ai ouvert, j'ai fait mes 50% jusqu'en 2031. Alors, je ne l'ai pas fait innocemment. Je l'ai fait parce que ma commune étant toute petite, je suis chez les autres après. Donc, je ne peux pas ouvrir plus loin pour tout ce qui est ouest. Pour tout ce qui est est. Et pour tout ce qui est ouest,
nous avions accepté au moment du SCOT du Pays de Retz, je fais partie du Pays de Retz, du SCOT du Pays de Retz qui avait été validé en 2013, en même temps que j'ai commencé à retravailler sur mon PLU, que j'ai validé exactement en 2015, nous avions accepté de mettre toutes nos zones, soit en naturel, soit en agricole pérenne. Et on n'y touchera pas. Et on n'y touchera pas parce que d'abord parce que on va densifier, comme je vous dis, on a notre projet d'aménagement foncier qui fait on peut encore densifier à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, en effet, on est une commune, on a envie de continuer à vivre, on a envie d'avoir de la population jeune, bien évidemment, mais à un moment donné, on n'est pas le centre de Nantes. Donc, nous, on n'y touchera pas, on n'ira pas plus loin. On est à 3800 habitants. Si on arrive entre... Allez, 4500, je pense que pour Généton, ce sera correct. Il ne faut pas aller plus loin. Maintenant, moi, je suis élue jusqu'en 2026. On va relancer notre révision du PLU. Je ne sais pas ce que les nouveaux élus feront. Ça reste que mon avis personnel à moi. Ah oui, bénéficiez-vous d'une ingénierie? Non, on n'en a pas. Une commune de 3700 habitants, on n'en a pas. D'ailleurs, beaucoup de communes, les grosses communes, celles qui ont, allez, on va dire plus de 8000 habitants, quand elles arrivent sur les réunions d'urbanisme qu'on a avec la communauté de communes, qu'on a avec le pôle d'équilibre de territoire du Pays de Retz, où on est en train de réviser le SCOT, arrivent avec leurs services. Et nous, on arrive avec nous, les élus. Et on est obligé d'être extrêmement présent, extrêmement actif, de ne pas louper une seule réunion parce qu'on prend des notes, parce qu'il nous faut tous les éléments, parce qu'on n'a pas. Donc on se raccroche au service de la communauté de communes, au service du PETR pour nous aider, mais on se raccroche aussi, il faut quand même bien le dire, à nos directeurs généraux de service qui sont des gens formidables, et puis à tous ceux qui peuvent nous accompagner, que ce soit vous, évidemment, les cabinets d'architectes, le CAUE, et aussi avec Loire-Atlantique Développement, qui est une agence d'ingénierie du département pour lequel les communes ont des actions. J'en fais partie, j'ai 3 actions et ils viennent nous aider là-dessus. Voilà. Est-ce que, par exemple, là, vous parlez d'un cap de population à 4500 habitants, d'un cap de population à 4500 habitants à horizon... À quel horizon d'ailleurs? Si on veut être cohérent, 2035, 2040. Ouais, une quinzaine d'années quoi, à peu près. Une quinzaine d'années. Est-ce que pour envisager la transformation de ce territoire déjà urbanisé, qui va lui aussi se transformer sur lui-même, quelle visibilité vous avez de cette transformation à moyen terme, donc 2035? Il y a un plan guide qui est réalisé, il y a un plan guide qui montre les possibilités de densification, les grands axes verts, je veux dire, pour simplifier. Oui, on a travaillé un plan guide opérationnel qu'on est en train de terminer. Le fait de ne pas avoir de service, on est beaucoup moins rapide que certains. Mais ça nous permet... Non, mais c'est vrai, ça nous permet de voir ceux qui ont été très vite, qui ont tiré le coup et qui se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. Donc on se sert un petit peu des erreurs des autres pour essayer de ne pas les faire. À Généton, on a fait un plan guide, on a vraiment pris le cœur de bourg, alors même si vraiment je vous engage à venir, vous verrez qu'on est très dense. On a vraiment pris le cœur de bourg. À l'intérieur de ce cœur de bourg, j'ai un énorme complexe sportif. Et j'avais un château avec un énorme parc. Le château a été en vente, on l'a acheté, ce n'était pas prévu. 29 000 m² d'espace vert. Et on a fait notre plan guide autour de ça. C'est-à-dire qu'on a fait notre plan guide pour que les personnes qui viennent dans le centre-ville, pour les écoles, pour les services, pour les commerces, pour le sport, pour la culture, pour tout ce que vous pouvez trouver dans une commune, puissent venir par ces biais-là, avec des déplacements doux, bien évidemment, avec des pistes cyclables. Ça, ce sera à faire au fur et à mesure. C'est un budget conséquent. Mais aussi avec conserver l'économie, c'est-à-dire que sur nos grands axes, on a vraiment tout ce qui est économique, tout ce qui est commerce,
ne peut pas changer de destination. Ça fait partie des choses qui ne font pas plaisir. Quelqu'un qui va louer son commerce, le jour où il ne va plus le louer, il se dit oh, je vais vendre en maison d'habitation. Eh bien non, on a pris la décision de ne pas le faire. Ça fait partie de ces leviers-là. On est en train de travailler sur où garer la voiture. Vous avez énormément de personnes qui sont arrivées dans Généton. À l'époque, il n'y avait pas d'obligation d'avoir des places de parking. C'était comme ça. On est en plein centre, donc une place, ça suffisait. Sauf que le parking est devenu une salle à manger et les gens sont garés n'importe où, n'importe comment. En plein centre. Ça gêne les commerces, mais ça gêne aussi les gens qui se déplacent à pied. Ça gêne les jeunes qui vont à l'école, nos enfants qui vont à l'école, ou qui vont à l'arrêt de bus, ou qui vont au complexe sportif. Donc on est aussi en train de travailler, vous parliez tout à l'heure de parking, j'ai eu la chance d'aller au Japon et j'étais toujours impressionnée là où ils mettent leurs voitures au Japon avec leurs parkings qui se montent les uns par-dessus les autres. Et on est en train de travailler où est-ce qu'on les met, ces voitures. Parce qu'à un moment donné, on sait très très bien qu'on en aura tout le temps. Donc ce plan guide nous permet d'avancer dans toutes ces actions-là. Et pour la population qui sûrement a commencé à faire le deuil d'une expansion un peu limitée de la commune, c'est-à-dire à travers les zones non constructibles, je pense aux zones agricoles ou naturelles. Comment ça marche ? Il y a concertation, vous arrivez à un équilibre ou il y a toujours des demandes parallèles qui se font pour des modifications de PLU Il y a concertation, bien évidemment. Je vais parler d'abord des demandes parallèles. Quand on est élu, on n'a plus d'amis. Il ne faut pas en avoir. Parce que si vous commencez à dire oui à l'un, vous dites oui à tout le monde. Donc, il faut être très clair, c'est non. On reste dans ce qu'on a décidé et ça fonctionne très bien. Les personnes qui ne sont pas contentes, de toute façon, elles ne sont pas contentes et puis c'est terminé. Elles vont grogner 10 minutes et puis après, elles ne vous parlent plus, mais ce n'est pas grave. Elles ne vous embêtent plus, vous inquiétez pas. Elles ont compris qu'elles n'auraient pas gain de cause. Mais le fait d'être exemplaire avec tout le monde, ça se gère. En effet, les gens ont de la difficulté à comprendre et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse faire de la concertation. Alors, il y a les réunions publiques, c'est formidable. Vous avez 2 personnes, 10 personnes dans les grandes journées. Et en fait, vous avez ceux qui, justement, voudraient bien que leur terrain passe constructible et qui est en plein milieu de nulle part de la campagne. Donc, ce n'est pas possible. En fait, on a fait énormément d'ateliers. Des ateliers participatifs, que ce soit en présentiel, que ce soit pour répondre à un questionnaire, que ce soit sur des animations. Et on se rend compte que les gens, ils viennent, au fur et à mesure, ils viennent, ils entendent parler le collègue. Tiens, j'étais à un atelier, c'était super sympa, on a parlé... du terrain de foot. Mais du terrain de foot, en fait, on arrive à parler du chemin qui va aller dans le centre-ville. Vous voyez, et c'est vraiment comme ça. C'est indispensable. La communication, vous pouvez en faire autant que vous voulez dans nos communes. On a beau avoir un bulletin municipal. Alors évidemment, les réseaux, puisqu'on est tous sur les réseaux, en fait, les gens, ils voient que ce qu'ils ont envie de voir et ils ne lisent plus. J'étais hier au prix littéraire, je confirme, ils ne lisent plus. Les garçons entre 16 et 19 ans lisent 7 minutes par jour le journal. Le sport, c'est tout. Mais c'est réaliste, hein, c'est juste réaliste. Mais il faut trouver des leviers pour les faire venir. Et vous avez un autre levier, le levier qui marche le mieux, ce sont les enfants, les scolaires. Vous faites venir les scolaires, vous faites venir les parents, vous faites venir les grands-parents. Voilà. Alors après, j'aimerais en faire venir encore plus. Voilà pour l'instant les actions qu'on a mises en place. C'est sûrement un sujet que tu connais bien, Sylvain, c'est-à-dire aller vers la plus grande sobriété foncière passe évidemment par l'échange, par la médiation, par la négociation aussi, d'une certaine façon, l'arbitrage, la négociation, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. L'explication surtout, bien sûr, et la mise en visibilité, sûrement. Luc, toi, comment à l'échelle du projet urbain réponds-tu au paradoxe intensification des usages, densification des espaces déjà urbanisés et renaturation? Les différents documents d'urbanisme à échelle locale et ou supra sont-ils les sésames de cette transition? Ou, toi, dans ta pratique, utilises-tu d'autres leviers en parallèle, comme le diagnostic préalable, la réalisation d'un plan guide, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être la finalité d'ailleurs, et la concertation pour une inscription durable du projet dans son milieu d'accueil? On vit avec les paradoxes, donc on
on avance en marchant, ou je ne sais plus quelle est l'expression, mais notre métier est en train de changer et on essaie d'avancer avec les différents changements. Par rapport aux documents, tu disais par rapport aux documents réglementaires, bon, quand on intervient en fait sur un secteur pour une mission urbaine, en fait, on a les documents réglementaires en fait sont là pour nous. Donc on nous donne le PLUI et puis dans le PLUI, en fait, les éléments d'information nous sont donnés qui ont été définis préalablement par le SRADET, puis après le SCOT, etc. Donc ça redescend directement et nous, on a la commande directe, entre guillemets. Donc je dirais que ce n'est pas en soi le sésame, c'est nous, en tant que maître d'œuvre urbain, en fait, c'est notre point d'entrée. Hein. Donc comment celui-ci est rédigé après, ça c'est... Voilà, et toutes les rédactions qui sont en cours aujourd'hui par rapport à le ou la ZAN, je ne sais pas où est-ce que ça en est dans les négociations entre tel territoire aura un peu plus que tel autre ou pas. Donc les documents réglementaires en soi, non, c'est pas un sésame. Et donc ce que je vous proposais en fait, ce que je me propose de vous présenter, c'est 3 travaux très rapidement, juste sur trois sujets là, sur lesquels on a travaillé au sein de l'agence, pour vous montrer en fait que dans la diversité des interventions qui se passent, que nous avons dans notre métier, ces questions de renaturation, de densification, elles se posent. Donc j'ai 3 minutes maximum par projet, donc je vais être très bref sur chacun d'eux et je vais plutôt m'attarder sur 1 ou 2 aspects sur lesquels on a travaillé. Donc le PSMV, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les plans de sauvegarde et de mise en valeur des villes. Et là, c'est celui d'Angers. Donc c'est des très gros dossiers en fait qui demandent toute une étude du bâti, mais je vais passer là-dessus, mais qui aboutissent en fait à des documents réglementaires qui se substituent en fait au PLU dans la partie concernée. Dans le cadre de ce PSMV, eh bien, on établit aussi, et là c'est ce plan qui résume les OAP principales sur Angers, on établit en fait des orientations d'aménagement sur l'espace public, sur des îlots. Tout ça pour vous dire que l'image des PSMV aussi, il faudrait qu'il y ait une intervention en fait, de Céline Viau de l'agence pour vous montrer que le PSMV c'est aussi un élément moderne. Parce que le PSMV, on lui colle une image de passéiste, en fait, de la ville qui ne bouge pas. Et moi, je vais vous dire, en fait, que quand on fait un PSMV, en fait, on détermine les invariants des éléments bâtis, patrimonial ou végétal, qui ont une valeur et qui doivent être préservés et conservés. Et donc, je vous invite à faire l'exercice. Donc vous faites le négatif du règlement du PSMV et vous verrez et vous arriverez à lire toutes les évolutions qui sont possibles dans le tissu bâti. Hein, on a tendance à dire mais on ne peut pas surélever, on ne peut pas faire ceci dans l'arrière. Écoutez, ouvrez un plan de secteur sauvegardé et vous en faites le négatif en disant qu'est-ce qui m'est permis. On a fait l'exercice, nous. Alors, ça serait intéressant. C'est Céline Viau, qui est architecte du patrimoine à l'agence, qui a fait l'exercice pour démontrer à chaque fois, puisque c'est toujours en fait ce qu'on nous dit. Bon, bref, c'était un petit aparté. Mais même dans les centres-villes historiques, donc, on a cet exercice de voir en fait qu'est-ce que la ville de demain peut faire, comment elle peut se transformer. Et je voulais mettre juste, donc ça c'est le plan général, mettre l'accent sur un des sujets, ce sont les cœurs d'îlots. Hein. Et donc, aujourd'hui, alors vous avez en haut à gauche, c'est un cœur d'îlot dans la Doutre. On nous demande plein de choses. On souhaite plein de choses. On souhaite densifier la ville. On souhaite donc renaturer, hein, préserver la biodiversité, la développer.
et tout ça en conservant une cohérence en fait au cadre de vie global. Le cœur d'îlot que vous voyez en haut à gauche, là, c'est un cœur d'îlot dans la Doutre. Eh bien, c'est un cœur d'îlot qui est superbe, qui existe depuis des décennies, voire plus que ça. Donc, puisqu'on voit en fait toute la trame, et il y a un vrai écosystème, il y a une vraie biodiversité dans ce cœur d'îlot. Donc ça, c'est des choses où, en fait, on en a besoin dans les centres-villes, et c'est des choses qu'on cherche à préserver. À d'autres endroits, on va venir cureter, en fait, puisque le bâti, il est du bâti du 15e, du 16e, du 17e, et donc il y a eu... Ce que vous voyez en façade avant, c'est la ville belle, et derrière, en fait, tout comme on avait les moyens pour s'offrir une belle façade, vous avez la façade arrière qui est juste avec un simple enduit, mais vous avez tous les appentis, tous les petits boui-boui qui ont été rajoutés. Et on nous dit cureter la ville, nettoyer en fait toutes ces zones-là, mais pour faire quoi? Et là, nous, on dit, mais attendez, la ville ancienne, globalement, les rues sont étroites. Les rues sont enfin, plus étroites que nos villes contemporaines. Et donc, en fait, il faut laisser pénétrer la lumière. Et on a besoin de ces cœurs d'îlots. Et tout le monde a été étudiant, a loué un studio ou une chambre à un moment donné dans ces immeubles de centre-ville qui sont plein nord, etc. Et donc ces cœurs d'îlots, trouver un peu de verre, en fait, retrouver la pleine terre dans ces cœurs d'îlots est un élément important. Et c'est des choses sur lesquelles, en fait, dans le cadre du PSMV, on a travaillé au cas par cas. En fait, tout le parcellaire est analysé dans sa globalité et discuté avec les élus. Autre sujet, en fait, par rapport à ces cœurs d'îlots, et je vais passer rapidement dessus, mais l'évoquer quand même, c'est-à-dire que je parlais de l'évolutivité, on nous dit c'est pas évolutif, un PSMV, ça bloque la constructibilité, etc. C'est faux, d'abord, hein, je tiens à le dire. Et puis, d'autre part, méfions-nous, quand on dit on veut plus, et on a eu le cas sur Nantes, puisque en fait, c'est nous qui avons assuré la révision du plan de sauvegarde. Qu'est-ce que l'on voit arriver quand on veut mettre une OAP dans un secteur particulier du centre-ville, et on nous dit utilisons, mince, j'ai plus la formule, c'est l'urbanisme de projet, hein, l'urbanisme de projet. Et quand on se rend compte de ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est de la rentabilité foncière. C'est-à-dire que pour de la rentabilité foncière, alors qu'on a du bâti qui est R+5 et qu'à côté, on a une rue qui fait 6 mètres de large et on veut monter de 3 niveaux, on veut monter de 3 niveaux, pourquoi? Pour pouvoir rentabiliser son foncier, avoir des marges peut-être plus importantes, mais créer de la gêne aux voisins d'en face parce que d'un seul coup, il n'y aura plus d'ensoleillement. Enfin, voilà, donc tout ça entre dans ces questions qui sont posées dans les PSMV. Le deuxième sujet, c'est la ZAC du boulevard de la Baule, qui est une ZAC qui a démarré en 2013 et qui s'achève presque. C'est une image de synthèse réalisée en fait de la projection que nous avions faite en fait de l'urbanisation possible. Voilà ce que c'était. Hein, c'est un boulevard d'1,3 km, une entrée de ville, une béance urbaine sur 50 mètres de large, 1,3 km, avec de part et d'autre un tissu pavillonnaire qui s'est développé dans les années 70, 80, 90, avec à 80 mètres de distance de l'axe par rapport aux zones de bruit. Ça devait être une pénétrante urbaine. Heureusement, ça n'a jamais eu lieu, ça s'est arrêté, là, ce mouvement qui était lancé. Et donc, il y a tout un paysage qui s'est construit. Et comment en fait intervenir dans ce cadre-là avec un tissu pavillonnaire constitué depuis 30 ans et un paysage qui s'est constitué aussi parallèlement depuis 30 ans, puisque forcément en fait ces gens-là, on leur a constitué en fait des merlons anti-bruit sur lesquels étaient plantés des arbres, et c'est un paysage qu'ils appréciaient. Hein, et donc voir une transformation, comment la fait-on? C'est une vraie coupure urbaine aussi entre des secteurs qui... On a la médiathèque au nord, sur la droite de l'image en haut, on a la médiathèque, le cours Hermelan, etc. En fait, il n'y avait plus aucun lien entre la ville. Donc l'objet a été de bien sûr couturer ces deux espaces urbains. Et ce dont je veux parler, c'est comment on a assuré ça
par rapport en fait aux tissus pavillonnaires qui sont situés de part et d'autre. Et en fait, notre élément en fait de base structurant, ça a été le paysage, puisqu'en fait pour tous les habitants qui étaient là, en fait, c'est ce paysage. Et il y a des sujets, parce qu'imaginez, années 70, donc il y a des arbres qui ont 50 ans. Donc ça a été de travailler sur cette armature paysagère, hein, pour penser le projet urbain. Vous voyez, en fait, je vais le décrire vraiment très très rapidement, en fait, que c'est ce paysage qui a été le support du projet de requalification, puisqu'on a des grandes continuités que vous voyez en vert là sur l'image, donc nord-sud, et qui étaient interrompues et qu'on a veillé à préserver dans le plan et qui ont servi en fait de trame pour constituer en fait les éléments bâtis. Vous voyez en fait des éléments en haut. L'image, c'est un parc qui est existant, qui a été préservé, qui servait de terrain de foot. Là, c'est la deuxième image en fait. C'était la fameuse route Neruda qui descendait, puisqu'à un moment donné sur cette voie, il avait été prévu qu'il y ait un pont qui la franchisse. Donc les merlons de terre montaient 4 mètres au-dessus de la voie existante, et avec ces arbres qui étaient plantés. Donc en fait, notre travail de base, ça a été à partir de cette trame paysagère existante, de construire en fait ce paysage en infiltrant la nature de différentes manières et de veiller à préserver le cadre de vie des habitants. C'est vraiment pour nous, en fait, dans notre approche, l'essentiel. Et donc de travailler sur, parce que vous imaginez, il y avait 1,3 km sans aucune coupure, de travailler sur la transversalité. Et aujourd'hui, vous avez une transversalité piétonne tous les 100 mètres sur ce boulevard qui n'en comptait qu'une tous les kilomètres. Enfin, sur 1 kilomètre, vous aviez une transversalité, puis après, vous aviez la zone de carrefour. Donc, c'est au travers de tout un système de maillage piéton qui directement sur le boulevard, mais aussi en arrière du boulevard. Et vous voyez en fait tous ces petits traits pointillés, c'est autant en fait de passages qui sont possibles d'une rive à l'autre, pour que ce soit qu'on soit à pied, qu'on soit à vélo. Et avec les 3 ovales rouges, qui nous semble aussi qui est un élément important et qu'on souhaitait sur cet axe-là, c'est le chronobus et la ligne C3 avec les stations. Et on a souhaité, dans le plan d'ensemble, en fait, qu'au droit de ces stations, ça soit des places actives et animées. Donc, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des services, de la restauration, si possible, quelques commerces. Alors, l'étude commerciale globale du secteur ne permettait pas d'avoir des commerces. Hein. Ça aussi, il y a un vrai débat là-dessus, parce que quand on parle de la ville des courtes distances, et nous, on a travaillé sur un maillage par rapport à cette ville des courtes distances, on est sur un axe qui fait 1,2 km. Bon, alors on peut aller à Carrefour, etc. Mais en tout cas, il y a une centralité, enfin une placette très active qui est celle qui est en face de la polyclinique, pour ceux qui pratiquent ce boulevard, qui est très active et avec une boulangerie, etc. Et ça fonctionne bien. Avec arrêt de chaussée, en fait, des services qui sont envisagés. Donc voilà, un réseau structurant. Mais ce sur quoi je voulais y venir, alors là c'est pour que vous compreniez globalement le projet, sur le maillage qui est important. Globalement, je vais revenir sur la diapo qui précède, c'est que dans le projet, on s'est projeté dans 30 ans ou dans 50 ans sur l'évolutivité du tissu urbain, du tissu pavillonnaire qui est de part et d'autre. Ce tissu pavillonnaire, demain, enfin après-demain, on ne l'a pas montré du tout aux habitants. Ça, c'est un travail qui est resté interne, parce que ça pouvait en émouvoir un certain nombre à juste titre, mais c'est que, et ça sera des axes sur lesquels en fait qu'on évoquera, c'est que effectivement ce tissu pavillonnaire demain, en fait, il peut passer, c'est du R+1, il peut passer en R+2 assez facilement. Et donc c'est comment on l'irrigue. Eh bien, en fait, tous les 100 mètres, si on appliquait une grille sur ce plan masse, tous les 100 mètres, en fait, on a des transversales qui sont soit piétonnes, qui demain peuvent accueillir éventuellement une voirie desserte, etc. Mais c'est traité en paysage. Enfin, le rapport, en fait, est ce qui est l'axe, nous, sur lequel on travaille, et c'est la qualité du cadre de vie. Et donc, cette qualité du cadre de vie, elle est à l'échelle du boulevard, avec différents espaces publics qui sont développés. Tous les 100 mètres, vous avez des placettes végétales. On a travaillé
Alors, il faut que je passe à l'autre sujet. La coupe que vous voyez, je vais me déplacer, ça sera plus simple. La coupe que vous voyez ici, en fait, le tissu pavillonnaire s'arrête ici. Ça, c'est les arbres qui sont sur la butte, qui montaient. Donc, ce sont des arbres qu'on a préservés, des arbres de 50 ans. Je peux vous dire que les promoteurs nous ont bénis pour cela, puisque en fait, ils ont réalisé des parkings sous les bâtiments. On ne souhaitait pas avoir de parking en fait aérien, mais avoir des cœurs d'îlots actifs. Donc ça a été le travail sur l'espace public pour trouver des lieux de repos, des promenades en arrière d'îlots, mais ça a été aussi en fait le travail sur le cœur d'îlot pour que en fait ces cœurs d'îlots soient actifs en imposant à chaque promoteur non pas de nous dire oui, on fera ça, on réserve 100 000 euros pour faire tel aménagement, mais de nous décrire, et le PC n'était pas accordé s'ils ne nous décrivaient pas de quelle manière ils allaient rendre actif ce cœur d'îlot. Quand je dis rendre actif, c'est des jardins partagés, c'est un terrain de jeu, c'est un barbecue, c'est une salle commune, et donc ça nous semblait important parce qu'on partait du principe que si on veut que les gens reviennent en ville, en fait, moi c'était mon principe, si on veut que les gens reviennent en ville, il faut qu'ils retrouvent en fait des qualités de ce qu'ils recherchent ailleurs, c'est-à-dire que là il y a le cadre environnemental, il y a le jardin qu'ils ne peuvent pas avoir, donc si on peut trouver un jardin partagé. J'ai acheté un appartement dans cet immeuble, donc tous les appartements sont à minima double orientés, hein, tous, donc c'est 900 logements là sur le boulevard, et donc j'ai un balcon, mais j'ai pas forcément l'orientation sud, donc si j'ai envie d'avoir une orientation sud, si j'ai envie d'aller au sud avec ma famille, comment je fais, et donc si j'ai pas cette terrasse, c'était la 5e façade. Alors on pourrait en parler des heures, donc j'ai réussi à l'obtenir, mais il a fallu se battre sur 3-4 îlots, en fait, d'avoir cette 5e façade pour que ça soit profitable à ceux qui n'ont pas de balcon sud, mais à quel prix, et donc cette qualité de l'espace public, elle doit, en fait, on l'a voulu qu'elle irrigue le cœur d'îlot, et puis ensuite les logements sur les communs, sur la façade. L'autre projet, et le dernier projet que vous connaissez bien, c'est un plan guide. Trop tard. Voilà, c'est le plan guide de Sucé-sur-Erdre. Donc là, je vais pas décrire tout le plan guide, mais c'était sur un ou deux aspects sur lesquels on a travaillé, puisque tu me demandais quel levier en fait on avait en fait utilisé. Donc forcément, on a cette approche globale du territoire qui est très importante, parce qu'en fait, c'est vrai que les élus connaissent leur territoire, mais n'ont pas toujours en fait la vision en fait de cette globalité et de la qualité du patrimoine. Donc ils savent qu'ils ont une belle église, mais d'un seul coup, en fait, on leur montre qu'il y a 3-4 maisons qui sont semblables, qui ont été construites ensemble et qui forment un ensemble cohérent et qui donnent de la qualité à leur centre-bourg, et que celle-ci, il va falloir les préserver. Et puis qu'à côté, il y a une petite maison, on pourra la surélever, on pourra densifier. Donc cette approche, on a eu cette approche globale du territoire, comme sur tout plan guide, avec cette spécificité. Sucé-sur-Erdre, en fait, dans une zone inscrite, dans la zone inscrite en fait de la vallée de l'Erdre. Notre leitmotiv, nous, ça a été, en fait, la petite phrase là, qui est en bas, ça a été de densifier en préservant le cadre environnemental identitaire et en cohérence avec le vélum paysager, puisque je vais aborder en fait le sujet qui est les gisements fonciers. À l'échelle de l'aire urbaine, on a fait le point sur tous les gisements fonciers. Les dents creuses, les terrains qui étaient en zone NA, etc. Et bien sûr, ce plan guide, c'est pour 2050. On a terminé notre plan guide en 2023. C'était pour 2050. Bref, quand on fait l'accroissement, en fait, on a calculé, bien sûr, l'accroissement de population. Alors, on a abandonné l'accroissement de population, puisqu'en fait, sur la communauté de communes Erdre-et-Gèvres, en fait, ils ont plutôt un nombre de logements à faire à l'année, 60 logements par an. Si on regarde l'accroissement démographique, ça donne pas ça, quoi. Et donc, en partant simplement de ce postulat-là, en 2034, ils auront consommé toutes les dents creuses, tous les terrains en zone NA. Mais sur quelle base ? Sur une base de 20 logements hectares. Voilà.
Si on prend une base de 30 logements hectares, ça change les choses. Sachant que quand on fait une densité en centre-ville, en fait, quand on construit un petit collectif de 2 niveaux, sans plus, comme vous avez pu faire, d'un seul coup, on arrive à une densité de 70 logements hectares, 80 logements hectares, très rapidement. Donc en fait, la densité fait peur. Et donc il y a eu... on a démarré le dossier en 2020. Voilà, vous comprenez, c'était période de Covid. Hein, donc on a eu du mal à avancer ce dossier et à traîner avec nous les élus, à embarquer avec nous les élus. Hein. Oui, et bon, feu le maire, puisqu'il est décédé, l'ancien maire. Et donc, il y a eu quelque chose d'important parce qu'on leur a montré des scénarios très rapidement. Nous, on voit les gisements et puis on dit, écoutez, voilà, on est arrivé au bout de l'exercice, il va falloir réfléchir autrement et qu'est-ce qu'on enclenche. Donc, on a montré des scénarios et ça a été... Oh là là, qu'est-ce que vous nous faites? On regrette de vous avoir pris. Enfin, ça n'a pas été dit, mais on sentait bien. Pourquoi vous nous avez pris là? Parce que, non, nous, de toute façon, il y a des zones qui sont prévues que demain, on pourra urbaniser à l'extérieur de l'aire urbaine. Donc, on va les prendre en compte. La loi résilience et climat n'était pas encore sortie. Donc, on va les prendre en compte. Alors qu'en plein centre-ville, ils avaient une ZAC qu'ils n'avaient pas terminé d'activer et qu'ils pouvaient activer pour avoir une densité supérieure. Et en fait, on était bloqués. Donc on a fait des ateliers avec les élus. On a fait 3 ateliers de 4 heures avec les élus sur différentes thématiques, sur la forme urbaine, sur la densité et sur les extensions urbaines. Et bon, avec des jeux de Lego, hein, enfin bon, vous savez, on a tous nos petits jeux de Lego là pour montrer, pour empiler les choses et pour montrer. Et c'est des exercices qui sont nécessaires parce que à la fois pour les élus, mais c'est des choses, on n'a pas eu l'occasion de le faire, ce n'était pas non plus un souhait en fait, de la municipalité, mais c'est aussi des choses à faire avec les habitants. Parce que je pense que les mentalités de chacun vont devoir évoluer hein, par rapport au foncier. Ah, c'est pas tout de suite ta transition. Hein. et donc là, c'est quelques pistes en fait, vers la densification où... ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en avant-propos, c'est que pour la commune de Sucé-sur-Erdre, on a dessiné en fait un plan vert pour, je ne dirais pas que c'est de la renaturation, mais moi ce qui me semble essentiel dans le paysage, c'est que en fait, tout le monde l'a constaté, c'est que en fait, avec les remembrements, un certain nombre de haies ont été abandonnées, etc. Et donc on a défini... On a regardé le territoire très précisément. On a défini des zones et des corridors sur lesquels il faudrait préverdir, replanter des arbres. Un arbre, pour se développer, ça met 20 ans, etc. Et ces corridors, ils irriguent jusque dans le centre-ville. Les grandes flèches vertes que vous voyez. Et donc, pour dire, mais c'est une commune verte et il faut que ces corridors qui amènent... au-delà du végétal aussi, hein, toute une faune, etc., ils viennent dans le centre-bourg. Et donc ça veut dire que vos espaces publics qui vont être là demain, il faut les anticiper. Aujourd'hui, c'est construit, c'est une parcelle. Mais il faut anticiper que demain, il va falloir aussi planter ce corridor pour qu'il ait un sens dans sa globalité. Donc ça, c'était ce que je voulais montrer au travers de cette carte-là. Et puis sur Sucé-sur-Erdre, c'est une commune riche, hein, très riche. Il y a beaucoup de grandes maisons en fait, sur des grands terrains, 1200 mètres carrés, et puis la maison en fait 150 sur 2 niveaux ou 200 sur un seul niveau, peu importe. Aujourd'hui, la population, plutôt la moyenne d'âge, c'est pas celle de Généton. Hein, ils sont plutôt autour de 50 ans, hein, la moyenne d'âge, quoi. Et dans ces grandes maisons, en fait, il n'y a plus que 2 personnes. Hein, il n'y a plus que 2 personnes sur un terrain de 1000 mètres carrés. Alors, on a tous, hein, et moi aussi, la maison de mes parents, j'y suis attaché. Bon, en fait, ils ont souhaité la vendre. Bon, donc on a un attachement à tout cela. Mais je pense que la question doit se poser et il faut qu'on sensibilise. C'est pour ça que le travail que j'évoquais avec les élus, il faut le faire aussi avec la population et très tôt. Ce que vous disiez, moi j'avais préconisé ça dans des ateliers parce que ça passe par les enfants. Hein. Les enfants expliquent mieux à leurs parents que nous, on ne sait l'expliquer les choses.
Et donc il y a un parcours résidentiel. En fait, ce à quoi il faut réfléchir de plus en plus, c'est à ce parcours résidentiel. Quand on parlait tout à l'heure de l'envie, en fait, de ce quand j'ai 25 ans, quand j'ai 40 ans, quand j'ai 55 ans, etc. Donc en fait, l'histoire du parcours résidentiel, on n'a pas les mêmes besoins en termes de logement. Et donc après, le petit schéma de dessous, c'est un des schémas parmi les schémas, c'est l'évolution du parcellaire. L'évolution du parcellaire avec sa densification, la rotation des familles, etc., qui est possible d'envisager. Voilà. C'était évidemment très riche et on mesure, je ne vais pas paraphraser ce que tu as dit évidemment, hein, on mesure toute la complexité. Enfin, pour atteindre la logique de sobriété foncière et faire en sorte que la ville, le tissu déjà urbanisé, se régénère sur lui-même, on montre toute la complexité des pratiques et des anticipations qu'elle nécessite. Globalement, ton travail tourne autour de la valorisation du foncier, hein, la question du foncier, ce qui va me permettre de faire le lien avec Sylvain, évidemment. Sylvain, dans ton ouvrage, dans ton dernier ouvrage, Redirection urbaine, tu évoques largement la question du foncier comme réponse clé à l'étalement urbain. Tu as d'ailleurs un terme un peu énigmatique pour moi, que je cite, la propriété du sol s'effrite. Alors tu reviendras dessus. Est-ce que tu pourrais illustrer un peu le sujet à travers les expériences auxquelles tu as participé ou que tu as vues, hein, je pense à Poitiers, Périgueux. Ce que tu dis aussi m'a frappé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, enfin le post-ZAD, hein, on va dire. Et j'aimerais bien que tu t'exprimes, bien sûr, sur ce qui semble être, alors je vais encore utiliser ce mot, le sésame peut-être, c'est l'EPF, l'établissement public foncier. Tu le vois comme un outil, comme une arme, enfin je sais pas, à toi de jouer. En 3 minutes, hein, parce qu'à l'apéro, je suis le dernier obstacle entre vous et l'apéro. La question du foncier comme outil, hein, mais en fait la question c'est outil de quoi? Enfin, moi j'aime, voilà, parce qu'on finit toujours le colloque en disant oui mais le foncier. Et là on va avoir une politique du logement, vous savez, il y a une nouvelle loi du logement qui va sortir, donc on sait déjà qu'il y a beaucoup de conneries dedans, ça c'est officiel, hein, assumé, dont la remise en cause du quota SRU, entre autres, hein, parce qu'il y a une créativité sur la connerie ministérielle en ce moment. Et on va faire une politique du logement sans parler de foncier. Donc on va faire de la décoration en fait. On parle de rien en fait. Parce qu'aujourd'hui on a un processus hein, qu'on connaît tous, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. L'optimisation, on va rajouter 3 étages, après celui d'en face il n'a plus le soleil, plus rien, etc. etc. Moi, j'appelle ça la recette du pâté urbain. C'est comme ça qu'on fait la ville aujourd'hui, c'est-à-dire on lâche des droits à construire dans le PLU. Tout à coup, on a un certain nombre d'opérateurs bienveillants qui font des offres intéressantes aux propriétaires fonciers. Globalement, ils viennent bourrer la parcelle. Hein. On dessine des immeubles sous Excel sur lesquels les architectes essaient péniblement d'amener un bout de qualité, en tout cas ceux qui bossent encore sur des immeubles défiscalisés de centre-ville. On dépose le PLU, tout ça crée un débat démocratique local, c'est-à-dire globalement, tout le monde sort son avocat, son flingue, etc., etc. Ça finit dans le bureau du maire qui sort et qui témoigne devant la presse « j'ai obtenu qu'il y ait un étage de moins hein ». Donc le seul truc dont on est absolument certain dans ce processus-là, c'est que tout le monde se fait la gueule. Tout le monde. L'architecte, même le promoteur. Hein, qu'on accuse, mais qu'on accuse alors qu'on a nous-mêmes monté ce système-là. Ce système délétère, on l'a mis collectivement en place. Pourquoi? Parce qu'on lâche les droits à construire avant même de parler de quoi on doit construire, ce qu'on doit construire. Hein. Et donc on discute tout de suite de la couleur du papier peint et du nombre d'étages, alors qu'on ne s'est pas encore mis d'accord sur la nécessité de construire à cet endroit-là. Hein. Donc ça doit être, je cite une élue locale qui est devenue députée depuis, qui dit on doit repolitiser la densité, c'est pas pour en faire un grand débat pour des prises de parole LFI à l'Assemblée nationale. Tout le monde aura son coup. Hein. C'est pas ça, ça doit être un débat démocratique local, îlot par îlot, quartier par quartier, etc. etc. Et c'est là où ça redevient de la politique. C'est là où on vient aussi décaler le rôle, je pense, de l'élu local à l'avenir.
c'est-à-dire qui devient le garant de la qualité du débat et pas le signateur in fine qui a droit de vie et de mort sur le projet. Vous savez qu'on a eu une politique publique extrêmement performante en 2019 qui est venue réduire l'artificialisation des sols de façon drastique. On a une baisse. Hein. Vous savez ce qui a généré la baisse de l'artificialisation des sols en 2019 ? Les élections municipales de 2020. Donc on a la solution. On va faire un mandat annuel. Hein et comme ça règle le sujet. Donc ça veut dire qu'on dit qu'on applique le droit, vous comprenez, monsieur. Ouais, enfin, on applique le droit hors période électorale. C'était pas ta question. Pourquoi ? Enfin, on n'a quand même pas parlé de transition, vous savez. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a du réchauffement climatique, il y a une crise de la biodiversité, il y a une crise des ressources. Ça veut dire que d'ici 2050, on doit décarboner, alors légèrement, hein, le secteur du bâtiment, réduire de 94% l'empreinte carbone du secteur du bâtiment. Je ne suis pas en train de parler des bâtiments neufs, je suis en train de parler de l'ensemble des bâtiments. D'ici 2050, il faut qu'on adapte l'ensemble du parc à un climat qui change. Vous l'avez senti, on s'est pris quelques canicules, ça fait que commencer. Hein. Et en plus, on a des nouveaux risques qui sont en train de s'empiler à tel point que toutes les cartographies aujourd'hui sont obsolètes. C'est-à-dire qu'on a quelques chantiers à prévoir. Enfin, le statu quo, ça ne tient pas. Et aujourd'hui, on se préoccupe du neuf. Toujours. Alors, ici, non, on ne fait pas que du neuf, parce que, etc. etc. Mais enfin, l'essentiel des débats, ça va être, une fois de plus, sur le nombre de logements neufs qu'il faut produire, que ce soit dans la métropole ou au niveau national, sur les nouvelles normes, il faut qu'on simplifie la construction, etc. Parce que quand le bâtiment va, tout va. Mais on a déjà construit, je le répète, au moins 80% de la ville de 2050. Ça veut dire que le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est déjà construit. Le reste, c'est une discussion complètement secondaire. Et c'est la seule qu'on va avoir au Parlement sur la loi logement. Ça va être passionnant en ce moment. Donc la vraie question, c'est comment on transforme l'existant, en fait. Et on a compris que ce n'était pas en lâchant des droits à construire. C'est pas le PLU. Ce n'est qu'un outil et qu'il va falloir, et tu nous l'as montré, il va falloir énormément d'intelligence, énormément de matière grise, sans doute moins de béton. Mais dans le bout de dent creuse, on va faire, ça veut dire qu'il faut faire des PSMV, c'est-à-dire cette attention à l'existant, cette attention au paysage, mais aux attachements sociaux aussi. Des PSMV dans n'importe quel bout de lotissement, dans n'importe quel morceau de ville des années 60, qui n'a aucune valeur patrimoniale au sens historique du terme. Il va falloir avoir cette attention partout pour venir accompagner cette couture extrêmement fine. Il va falloir mobiliser énormément d'intelligence pour travailler l'existant, pour lâcher des droits à construire dans des bouts de lotissement des années 80, pour rajouter un étage, transformer des garages, isoler, parce qu'aujourd'hui, les maisons sont obsolètes, les bureaux sont obsolètes, les équipements publics sont obsolètes, les espaces publics sont obsolètes, les jardins sont complètement obsolètes. On n'est absolument pas raccord avec les enjeux. C'est-à-dire qu'il va falloir y aller franco. Et là, la question de la valeur du sol ne peut plus être la fin du colloque où, à un moment, on se dit oui, mais on a un problème d'accessibilité du foncier quand même. Voilà. Non, en fait, ce n'est pas un problème sous-jacent, c'est la clé. Et donc, l'intervention foncière est essentielle. L'établissement public foncier, c'est un outil. C'est un outil du recyclage urbain. Ce n'est pas un outil de maîtrise foncière. Et aujourd'hui, la question et la rupture culturelle dans laquelle on est, la propriété des sols s'effrite, à part le bon mot que j'ai voulu faire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, parce qu'on n'arrive plus à faire du logement social, parce qu'on n'arrive plus à faire du logement abordable, parce qu'on n'arrive plus à avoir des rez-de-chaussée commerciaux avec des commerces utiles, et on n'a que des magasins de fringues, parce qu'on n'arrive plus à avoir des PME productives industrielles à part en Vendée, hein, mais dans les périmètres des métropoles comme la nôtre, parce que c'est envahi de supermarchés de Décathlon, qui eux peuvent se payer. Parce que finalement, on a plein d'usages qu'on ne peut plus se payer dans la ville. Quand on laisse partir les valeurs du foncier, ben, il va bien falloir enlever le foncier. Hein, et dire que là, on a une logique de sol commun, un certain nombre d'espaces qui servent à un usage qui est légitime. Hein. À ma connaissance, on n'a pas mis aux enchères, pour avoir des offres de promoteurs bienveillants, la cour de l'école publique. Ça viendrait à l'idée de personne. Et ben, il se trouve qu'on a besoin aussi de logements abordables pour les gens normaux qui font tourner nos hôpitaux, nos écoles, etc., etc. Donc là, les ruptures, elles sont en train d'arriver.
Elles sont en train d'arriver parce qu'il y a des chocs. Il y a eu un choc à Genève, ce qui fait que depuis les années 60, il y a 3% du territoire qui est dédié non pas aux banques et aux sièges sociaux d'entreprises, mais à l'activité industrielle, avec un opérateur qui est propriétaire de l'essentiel des sols. En face, de l'autre côté de la frontière, à Annemasse, il y a une rupture pour préserver une forme d'activité productive et pas devenir simplement une banlieue dortoir de Genève. Eh ben, aujourd'hui, à Annemasse, vous ne pouvez plus acheter de foncier économique dans une zone d'activité pour monter votre boîte. Le sol reste propriété d'un organisme public. Alors à Annemasse, dans l'agglo d'Annemasse, dans les 4 agglos à côté d'Annemasse, on a la première agglomération à côté de Nantes qui a délibéré et qui ne vendra plus de foncier économique. Soit vous êtes locataire quand vous êtes une entreprise, soit vous allez construire sur un terrain qui ne vous appartient pas. Pourquoi? Parce que la maîtrise de la propriété du sol est le seul moyen de conserver un usage sur le temps long. L'Office foncier solidaire dont vous avez entendu parler, c'est ça. C'est un opérateur public ou parapublic qui reste propriétaire du sol de façon à garantir le caractère abordable du logement de façon durable. Vous êtes propriétaire de votre logement, mais vous ne pouvez pas le revendre à n'importe quel prix. La métropole a annoncé à la fois le fait de massifier la part d'OFS sur les opérations, mais aussi la volonté de travailler sur des offices fonciers dits libres. Et on travaille aujourd'hui sur des amendements de façon à rendre peut-être cette loi logement utile, de façon à ouvrir ce champ-là aussi sur le logement libre. Quand aujourd'hui on a une ZAC, comme celle sur laquelle tu as pu travailler, sur lequel il faut faire une acquisition de foncier qui est cher à l'origine, sur lequel on vient dépolluer des sols parce qu'on est par exemple sur une ancienne friche industrielle, etc., sur lequel on fait de l'abondement public pour faire du logement social, etc. Est-ce qu'il est réellement nécessaire à un moment de vendre du foncier libre, des logements libres, et sur lequel on a des prix qui partent complètement délirants? On vient subventionner des équipements publics, etc., etc., se pose vraiment la question de la légitimité de mettre sur le marché des biens qu'on a collectivement subventionnés. Alors aujourd'hui, vous savez, on sait faire en France, on sait mutualiser les pertes. Ouais, peut-être qu'on pourrait mutualiser autre chose aussi, peut-être les recettes. Donc sortons, on est en train de sortir complètement de la naïveté là-dessus, des mairies de gauche évidemment et de droite, qui souvent vont un peu plus vite, parce que quand ils ont compris, ils y vont sans complexe, et on y va. Donc aujourd'hui, on est face à des ruptures qui sont importantes. Ça ne fait que commencer, mais on est en train de réinventer finalement des modèles en pensant le temps long, en pensant des usages. Et la clé de tout ça, c'est la propriété du sol. Tu parlais du département, mais il y a plein d'autres exemples, mais avec Notre-Dame-des-Landes, abandon d'un projet d'aéroport. Département qui se positionne très tôt sur l'idée de la sortie par le haut. Et la sortie par le haut, c'est à la fois un projet agricole et un projet écologique. Il se trouve que Notre-Dame-des-Landes, c'est un territoire. Alors déjà, on l'oublie, c'est pas un aéroport, c'est une commune. Voilà, il y a des gens qui habitaient déjà avant, mais c'est aussi un secteur agricole qui s'est arrêté pendant 30 ans. On n'a pas eu le remembrement foncier. Parce qu'on attendait l'aéroport, on n'a pas eu de mécanisation, on n'a pas eu, et c'est le secteur du département dans lequel la population agricole est la plus jeune. Donc on a en plus une démographie favorable. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et là, pour arriver à ce que tout ça ait lieu dans le cadre d'un projet global qui soit à la fois écolo et qui soit aussi un projet agricole, il y a des outils, c'est un payant, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Quand vous travaillez sur les outils agricoles, vous travaillez sur le champ, à la marge, mais vous ne travaillez pas sur le logement, etc., etc. Et donc le département a levé le doigt, a récupéré les 600 hectares dont ils avaient droit, vient de faire l'acquisition de plus de 300 hectares, hectare par hectare, et va sans doute finir avec la propriété de 1200 hectares. Donc le département est en train d'inscrire dans le paysage un paysage agricole et écologique dont le périmètre est déterminé par quoi? Par le cône d'atterrissage d'un A380. Le projet écologique est en train de figer dans le paysage le projet d'aéroport, puisque ce périmètre est déterminé par le projet d'aéroport lui-même. Voilà, mais la clé, c'était quoi? La clé, c'était la propriété du sol. Aujourd'hui, il y a des discussions en Bretagne sur le seul moyen de régler, par exemple, dans les secteurs touchés, les crises sur les algues vertes, c'est pas d'acheter des tracteurs pour enlever les algues vertes et de faire du compost avec, parce que ça ne va pas marcher. C'est un moment de changer les pratiques agricoles sur les bassins versants concernés.
Donc on a mis des radars pédagogiques, vous savez, du conseil, etc. On s'est aperçu que ça ne marchait pas. Et donc là, aujourd'hui, la question, c'est comment monter les foncières qui seront propriétaires de ces sols de façon pérenne, de façon à dicter les modes de culture qui sont sur ces sols. C'est par la propriété qu'on peut avoir des usages pérennes, et je pense qu'il faut y aller. Alors moi, j'étais accusé d'être un collectiviste par un député à l'Assemblée nationale. Alors peut-être, mais c'est juste, je fais ce métier-là depuis 20 ans et je vois bien que à partir du moment où on ne pose pas cette question-là, finalement on papote. Un autre futur est-il envisageable pour nos villes ? J'espère. En tout cas, moi je suis une élue qui se battra pour ça. Bon, je vous remercie et c'est fini.